Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdocteur en biologie pour la Science te parle. Dans cette vidéo, vous allez voir l'interview du professeur Steve Pascolo de l'Université de Zurich qui va nous parler de l'ARN messager et de ce que l'on peut faire en thérapeutique, notamment les vaccins, on a beaucoup entendu parler, pour le SARS-CoV-2. C'est quelqu'un qui travaille depuis plus de 2 décennies sur l'ARN messager, c'est un spécialiste de l'ARN messager, il a énormément de publications peer-reviewées. Donc il va nous parler de ça, on ne va pas parler que de vaccins, on va parler de cette molécule elle-même qui est l'ARN messager. Dans cette introduction, je voulais vous parler de ce livre parce qu'il m'en a parlé lorsqu'on a fait l'interview. Du coup, je l'ai commandé, je l'ai reçu. Je ne l'ai pas eu le temps de le lire, il est quand même assez long. Mais j'ai commencé à le lire et je le trouve très intéressant, en tout cas ce que je vois. Très intéressant pour plusieurs choses. La première, c'est que beaucoup de scientifiques ont été interrogés par les deux auteurs pour nous raconter l'histoire de l'ARN messager, l'histoire de la découverte de l'ARN messager et tout ce que cela a impliqué. Il est divisé en chapitres, donc c'est assez pédagogique, c'est peut-être même un peu trop académique. D'ailleurs, on dirait vraiment une revue parfois quand on le lit, mais vous avez des encarts qui vont résumer, vous avez des encarts gris qui vont résumer un petit peu ce qui a été dit, comme cet encart ici, qui va résumer les notions importantes qui ont été énoncées les pages d'avant. Et vous avez, comme vous pouvez le voir, quelques petits dessins qui sont un peu humoristiques, qui donnent un aspect un peu humoristique et explicatif, ce qui fait qu'on n'est pas perdu dans la lecture, si vous voulez. Même quand on ne connaît pas le sujet, on n'est pas perdu dans la lecture, c'est très bien fait. J'espère pouvoir interroger les auteurs via Steve Pascolo. Je lui demanderai de me mettre en contact avec les auteurs, s'il le peut bien évidemment. Et on aura l'interview ici. Je vous invite vraiment à acheter ce livre qui est passionnant, qui est très intéressant de ce que j'en ai lu. Je vous ferai une vidéo lorsque je l'aurai lu d'ailleurs, lorsque je l'aurai fini. Mais de ce que j'ai lu, c'est vraiment parfait. Je voulais aussi vous dire de rester jusqu'à la fin de l'interview parce qu'à la fin de l'interview, Steve Pascolo nous parle aussi de son parcours de recherche et je trouve qu'il y a des aspects très intéressants dans ce parcours-là. Je trouve que Steve Pascolo est un homme tout à fait formidable et la recherche qu'il mène et puis la façon aussi, des fois lorsqu'il y a eu des sauts de carrière et la recherche qu'il a menée, c'est très intéressant. Ça vous permet aussi de plonger dans le monde de la recherche et de voir que personne n'a une carrière linéaire et que c'est difficile d'avoir une carrière linéaire, mais que lorsque l'on est passionné, motivé, et Steve Pascolo, le professeur Steve Pascolo est quelqu'un vraiment de passionné, de motivé, alors on peut arriver jusqu'au bout. Et voilà, je trouve que le parcours est très intéressant. Je vous laisse avec l'interview. Bien sûr, vous pouvez vous abonner, partager, surtout partager et commenter. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir. Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdocteur en biologie pour la Science te parle. Je reçois ce soir Steve Pascolo, professeur Steve Pascolo qui travaille sur le vaccin ARN messager. On va voir avec lui ceci. Alors, c'est vrai que la chaîne a été connue par rapport aux premières vidéos que j'avais faites sur les vaccins 2020. Il y avait une vidéo beaucoup plus technique, une vidéo qui s'appelait les vaccins ARN messager pour les nuls, où j'avais essayé d'expliquer un peu plus de manière vulgarisée ce qu'était un vaccin. Et on avait continué d'ailleurs à parler des essais cliniques, etc. Et puis j'avais présenté aussi ce livre, qui est le livre, alors maintenant le fond on ne le voit plus, qui est le livre de Bourla, qui est le directeur de Pfizer, où j'avais expliqué eux aussi ce qu'ils racontaient sur les vaccins. Donc il y avait eu plusieurs vidéos et ce soir je reçois professeur Steve Pascolo qui va se présenter, puis on va discuter du vaccin ARN messager, de la vaccinologie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour des gens qui ne vous connaissent pas? Mon nom est Steve Pascolo, j'ai fait ma thèse à l'Institut Pasteur jusqu'à 1998. Et en 1998, je suis allé en postdoc à l'Université de Tübingen en Allemagne. Et c'est là que j'ai commencé dans le laboratoire du professeur Ramensee à travailler sur les vaccins ARN messagers. Donc bien avant Bourla, bien avant beaucoup de gens qui sont venus 20 ans plus tard pratiquement sur ces vaccins. Donc nous avons commencé en 98. Les travaux avaient déjà été initiés en 1996 par Hans-Georg Ramensee dans son laboratoire. Il avait donné un projet de vaccin ARN à un étudiant qui s'appelle Igmar Hör pour faire sa thèse. Et quand je suis arrivé, j'ai parlé avec Igmar. Comme moi, je testais les vaccins anti-cancer à base de peptides, de protéines, de virus, d'ADN. Lorsque j'ai su qu'il y avait la possibilité d'utiliser l'ARN, j'ai voulu tester, comparer. Donc on a, à partir de 1998, collaboré, établi les bases. Et grâce à ça, on a créé en 2000 la première compagnie au monde dédiée au vaccin ARN messager par injection directe, qui est CureVac. J'étais le Chief Scientific Officer, donc responsable de la science à CureVac et responsable de la production pharmaceutique, parce qu'à l'époque,
il n'y avait nulle part dans le monde une production pharmaceutique d'ARN messager synthétique. Donc, on a été obligé de mettre ça en place. Donc, pas seulement les résultats précliniques, mais aussi la production. Et on a fait effectivement les premières injections chez l'homme à partir de 2003, les premiers essais cliniques. Ensuite, je suis parti en 2006 de CureVac, lorsque la compagnie avait suffisamment de fonds et une masse de personnes, de scientifiques suffisamment grande pour laisser la compagnie continuer ses projets et moi retourner avec plus de liberté travailler en académique à l'hôpital universitaire de Zurich et continuer mes recherches sur les vaccins ARN, sur les thérapies ARN, et ce que je continue à faire encore aujourd'hui. Donc, je travaille encore actuellement à l'hôpital universitaire de Zurich à développer les vaccins et les thérapies à base d'ARN. Alors, avant de continuer, il y a des choses que vous avez dites là qui m'intéresseraient d'approfondir un petit peu, si vous me le permettez. Vous avez dit qu'après votre thèse, vous êtes parti en Allemagne. Est-ce que ça veut dire qu'en fin des années 90, l'Allemagne était précurseur sur l'ARN messager, l'ADN, les peptides, etc., ce genre de synthèse, ou est-ce que ça aurait été possible aussi de continuer en France? Il y avait des laboratoires. Alors, ce que faisait le laboratoire du professeur Ramenzé, c'était des vaccins anti-cancer. Donc, D'accord. il est surtout connu, lui, pour les vaccins peptidiques à base de peptides. Mais heureusement, c'est quelqu'un qui est très ouvert. Donc, même si sa réputation et tout ce qu'il a réussi à faire est surtout basé sur les peptides et les vaccins peptidiques, anti-cancer particulièrement, il est très ouvert sur d'autres méthodes de vaccination anti-cancer. Et donc, moi, j'ai rejoint son groupe parce que c'est aussi ce qui m'intéressait, c'était la vaccination anti-cancer. Et à l'époque, il était certainement un des pionniers et des leaders dans le monde. Il y avait aussi en France, à l'Institut Gustave Roussy, par exemple, je pense déjà à l'époque, oui, il y avait déjà à l'époque des gens qui travaillaient aussi sur les vaccins peptidiques anti-cancer. Moi, pendant ma thèse, j'avais fait un modèle de souris humanisées, je les ai appelées HHD, c'était des souris qui avaient une partie de leur système immunitaire humain. Et ces souris étaient utilisées en France déjà avant 98, lorsqu'on les a fait, pour tester des vaccins peptidiques anti-cancer. Donc oui, il y avait déjà de la recherche à l'Institut Gustave Roussy, à Villejuif, de vaccins peptidiques anti-cancer en France, mais moi, je ne me voyais pas faire de la recherche en France. Pour quelle raison? Je n'aime pas le système de fonctionnaire de la recherche. Donc INSERM, CNRS, INRA me paraissent, je pense qu'en recherche, pour assurer une dynamique, il faut mieux avoir disons des crédits basés sur des fonds obtenus. En France, bon, vous avez un poste à 28-29 ans, et puis après, vous êtes dans votre labo 40 ans. Je trouvais qu'il y avait certaine inertie dans les laboratoires à cause de ce système de fonctionnaires de recherche. Donc, et j'avais l'impression que dans d'autres pays, ça serait certainement moins facile, parce qu'il faut trouver ses fonds, mais aussi peut-être justement plus dynamique. Alors, en parlant de dynamisme et de liberté, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, vous avez quitté CureVac pour la recherche académique et vous avez dit pour avoir plus de liberté. Souvent, quand on est étudiant, après un master ou une thèse, on se demande est-ce qu'on doit travailler dans le privé ou le public. Vous estimez donc que le public donne plus de liberté aux chercheurs que le privé, ou est-ce que le fait aussi que vous soyez chief officer permettait d'avoir une certaine liberté à l'entreprise? Comment vous voyez les demandes, si vous deviez un peu... J'aime beaucoup les deux. J'avais quand même gardé mon groupe universitaire à Tübingen. Donc, jusqu'à 2008, j'ai eu mon groupe de recherche, j'étais 50% à l'université, 50% à CureVac. Donc, quand j'ai quitté CureVac en 2006, je suis venu à 50% à Zurich. J'étais 2 jours par semaine à Zurich et 2 jours par semaine à Tübingen jusqu'à 2008. Et après, à Zurich, j'ai créé une compagnie qui s'appelle Nischer Pharma, bon, qui n'a pas de laboratoire et d'employés, c'est juste une compagnie qui permet de valoriser les brevets. Et j'aime les deux, j'aime l'académique et j'aime les compagnies, pour des raisons différentes. Et j'ai la chance, depuis 20 ans, de faire les deux. Les défauts de l'académique sont que parfois, effectivement, les gens font des choses pas forcément utiles, pas forcément avec un but, et par contre avec beaucoup de liberté, et on peut changer les sujets. Dans le privé, on a un but, on a des objectifs, mais effectivement parfois un peu moins de liberté parce que, par exemple, si on prend l'exemple des vaccins ARN messagers,
À l'époque, on avait certains brevets sur certaines formulations de l'ARN messager. Et donc, il fallait qu'on reste sous le parapluie de ces brevets. Donc, ce n'était pas facile de dire aux investisseurs, OK, on va faire d'autres formulations différentes pour lesquelles on n'a pas de brevet. Ils n'auraient pas été très contents. Donc, ils préféraient qu'on travaille, qu'on continue à travailler sous la protection de brevets déjà acquis et pas de technologies nouvelles qui appartiennent éventuellement à d'autres en académique. Vous pouvez voir, vous pouvez utiliser la meilleure formulation pour vos expériences. Dans une compagnie, si votre formulation est moins bien que la formulation de quelqu'un d'autre, mais que la formulation de quelqu'un d'autre est brevetée, éventuellement, vous ne pourrez pas l'utiliser, l'améliorer. Ça dépend des investisseurs. Il y a des investisseurs qui sont plus ouverts. Je crois que BioNTech, par exemple, a eu du soutien d'investisseurs qui étaient très ouverts sur toutes les technologies, la même philosophie que le professeur Ugur Sahin qui a créé BioNTech, c'est-à-dire tout ce qui marche, tout ce qui est bien, on le développe, on l'améliore, on fait des nouveaux brevets et on va de l'avant. Mais tous les investisseurs ne sont pas comme ça. Il y a des investisseurs qui vous disent non, non, tu vas pas là, tu restes sous ton brevet. Donc, il peut y avoir parfois des décisions qui ne sont pas des décisions scientifiques ou médicales, mais plutôt de brevet. À nouveau, ce n'est pas toujours le cas, mais bien sûr, vous devez quand même, on vous donne de l'argent pour faire certaines choses, il faut quand même se dédier à ces projets, à ces objectifs et rester quand même, en général, sur la route tracée. Alors, merci pour la réponse. BioNTech, d'ailleurs, qui est allemand aussi, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on voit que l'Allemagne est quand même bien placée dans le domaine. Et c'est intéressant parce qu'il y a eu un petit miracle allemand, c'est-à-dire qu'en 2010, s'est créé Moderna. Mais jusqu'à 2010, il n'y avait que 2 compagnies au monde dédiées au vaccin ARN, et c'était CureVac à Tübingen et BioNTech à Mayence, 2 villes qui sont à 200 km l'une de l'autre. Donc, personne dans le reste du monde, contrairement à la communication américaine dont on va parler, qui a réécrit l'histoire pour mettre en valeur des Américains, mais jusqu'à 2010, personne ne s'intéressait au vaccin ARN messager, excepté CureVac et BioNTech, 2 compagnies, effectivement, en Allemagne, à quelques centaines de kilomètres l'une de l'autre. Alors, c'est intéressant de faire l'historique. J'aimerais qu'on focalise aussi sur la science. On parle beaucoup d'ARN messager, de peptides. Pour les gens qui sont un peu naïfs en science, est-ce que vous pourriez définir, s'il vous plaît, exactement ce que c'est? Je vais d'abord commencer par une image pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, le dogme central de la biologie, c'est que l'ADN est comme un livre qui contient toutes les recettes du vivant. L'ARN, c'est des photocopies de certaines pages de ce livre qui permettent de façon transitoire pour une cellule d'exprimer un gène. Par exemple, dans une cellule du pancréas, si elle veut exprimer l'insuline, elle va copier le gène de l'insuline dans l'ADN en ARN messager. Donc ça permet là une expression. Et l'ARN messager, cette copie, va être lue par la cellule pour faire une protéine, par exemple l'insuline, et puis détruite. Alors que l'ADN, lui, est stable et reste. Donc l'ADN, c'est vraiment le livre sur l'étagère avec toutes les recettes du vivant. Et l'ARN, ce sont les photocopies de certaines recettes qui vont pouvoir être lues pour faire différentes protéines, différentes molécules. Et en plus, ensuite, cette photocopie va être détruite. Donc l'ARN est transitoire, alors que l'ADN, le livre, est permanent et reste tout le temps. Alors, c'est une bonne image, je trouve, c'est vrai. Et vous avez dit quelque chose qui est important, ça je le dis par rapport à ce qui a été dit par les antivax, c'est que l'ARN messager ne reste pas stable dans la cellule et à un moment donné est détruit. Donc ça, l'ARN messager, sa fonction biologique est basée sur le fait qu'il est transitoire. C'est ce qui permet justement à une cellule de réagir, de se diviser, de s'adapter, de faire différents systèmes. C'est parce que toutes ces informations qui sont figées dans l'ADN vont être faites à la demande et de manière transitoire grâce à la production d'ARN qui va permettre de faire certaines fonctions et toujours de manière transitoire parce que la vie d'une cellule, c'est de se diviser, de grossir. Donc, c'est différents programmes qui sont tous fixés dans l'ADN, mais qui vont être exprimés les uns après les autres de manière transitoire grâce à l'expression d'un ARN, de la destruction. Donc, un ARN va être exprimé pour que la cellule se divise. Une fois qu'elle est divisée, cet ARN va être détruit. D'autres ARN vont permettre à la cellule de grandir. Donc, la fonction biologique de l'ARN n'existe que parce que l'ARN est transitoire. Alors, vous avez parlé de l'ARN messager. Est-ce qu'il existe d'autres types d'ARN?
Oui, et ça c'est important parce que il y a beaucoup de familles d'ARN. Il y a les ARN ribosomiques, les ARN de transfert, les siRNA, les saRNA, les mRNA. Et c'est important parce que avec la pandémie, on avait beaucoup de spécialistes ARN qui venaient parler dans les médias, mais qui en général n'étaient pas des spécialistes de l'ARN messager, mais qui Mhm. un peu se présenter en disant je suis spécialiste de l'ARN. Pour les journalistes, ça voulait dire spécialiste de l'ARN messager, mais c'est pas vrai. Donc beaucoup de gens qui venaient parler des vaccins ARN messagers étaient des gens qui n'avaient jamais travaillé ni sur l'ARN messager ni sur les vaccins, mais qui avaient travaillé sur d'autres types d'ARN, par exemple, et qui, en se présentant en tant qu'expert d'ARN, pouvaient être invités, mais du coup disaient parfois des bêtises. Il y en a quelques-unes pendant la pandémie qui ont été dites, surtout en plateau télé, ce qui a été un problème. Vous avez parlé aussi tout à l'heure, notamment lorsque vous parliez de votre thèse et de votre passage en Allemagne, de peptides. Est-ce que vous pourriez définir ce qu'est un peptide, s'il vous plaît? Oui, donc si on reprend le dogme, l'ADN est fixe, il donne de l'ARN, et l'ARN messager est lu en protéines, est converti en Mhm. protéines. Et donc, les protéines sont assez larges, mais quand elles sont découpées, on dit des peptides. Donc, des peptides D'accord. sont des petits morceaux de protéines. Donc, c'est la même chose. Une protéine et un peptide, c'est la même chose. C'est juste que quand c'est petit, on parle de peptides, et quand c'est grand, on parle de protéines. Mais c'est la même chose. Alors, vous avez parlé et vous avez dit, je regarde aussi les questions qu'on avait posées pour pas que je m'éloigne trop des thèmes, parce que les gens qui me connaissent savent qu'on travaille les thèmes toujours avant les interviews. Euh, alors là, vous avez défini ce qu'est l'ARN messager, ce qu'est un ARN, ce qu'est un peptide, et vous avez dit que après votre thèse, vous êtes allé dans un laboratoire, je suis désolé, je me rappelle plus du nom de la personne, Hans-Georg mais Rammensee. qui travaillait sur les vaccins peptidiques pour les cancers. Comment on arrive, par rapport aux connaissances que l'on a sur les ARN, etc., à imaginer, à faire l'hypothèse qui peuvent être bons pour un vaccin? Parce que c'est pas forcément évident, disons. Jusqu'à présent, les vaccins, même quand on est à la faculté de biologie, bon, mes études remontent à un petit moment déjà, mais on, on apprend ce qu'est un vaccin et puis c'est du virus atténué souvent, etc. Comment on passe, comment on imagine l'hypothèse que l'ARN peut être un bon vecteur pour la vaccinologie? Il y a eu deux personnes clés. Mhm. L'un en France, irlandais mais en France, professeur Meulien, et l'autre aux États-Unis, professeur Guilbois. Vous n'avez certainement pas entendu parler de l'un Non. ni l'autre, pourtant les deux sont clés. Professeur Meulien est le premier au monde à avoir publié un vaccin ARN messager. C'était en 1993 dans le D'accord. European Journal of Immunology. C'est pour ça que je vous disais que l'histoire a été réécrite par les Américains qui ont mis en valeur certaines technologies, pas du tout nécessaires d'ailleurs dans les vaccins, mais qui ont permis d'avoir notre prix Nobel finalement. Donc, alors que l'historique est très différent. Donc, le professeur Meulien a publié pour la première fois en 1993 que l'ARN messager formulé dans un liposome, donc quelque chose vraiment analogue à ce qu'on a eu 30 ans plus tard, Mhm. donc de l'ARN messager codant pour une protéine de virus, de grippe en l'occurrence, mis dans un liposome, permettait de vacciner des souris. Donc ça, c'est le premier article au monde de vaccin ARN, 1993. Et cet article a été très, très discret parce que ça n'intéressait personne. Il a été publié dans un relativement petit journal, le European Journal of Immunology. À l'époque, on n'avait pas Internet, donc les gens ne voyaient pas forcément les articles. Il fallait recevoir les journaux et puis les lire, ce qu'on ne faisait pas systématiquement. Mais en 1996, il y a eu un autre chercheur qui s'appelle Elie Guilbois, qui est américain et qui, lui, a à nouveau utilisé l'ARN messager, mais avec une manière très complexe pour faire des vaccins. Il utilisait ce qu'on appelle ex vivo, c'est-à-dire que sa stratégie, c'était de prendre des cellules du système immunitaire, in vitro, d'introduire l'ARN messager synthétique dans ces cellules, puis de réinjecter ces cellules. Et il a publié ça en 1993 et chez des souris, montrant que ça fonctionne. Donc lui, après Meulien, donc 3 ans après Meulien, il a à nouveau utilisé l'ARN messager, mais avec une méthode plus compliquée, mais dont il disait qu'elle était plus performante. Et c'est grâce à cette publication en 1996 et à une présentation que le professeur Guilbois a fait en Israël en 1996 dans un congrès où était Hans-Georg Rammensee. C'est grâce à cette présentation qu'Hans-Georg Rammensee s'est dit tiens, utiliser l'ARN. Il ne connaissait pas l'article de Meulien de Mhm. 1993, mais en voyant cette présentation en 1996 en Israël de Guilbois, professeur Rammensee s'est dit tiens, utiliser l'ARN, ça a pas mal d'avantages parce que c'est flexible. Maintenant, la méthode de prendre des cellules, de mettre l'ARN,
de réinjecter, c'est pas terrible. Je vais plutôt imaginer d'injecter directement. Et donc, il est rentré à Tübingen, il a tout écrit dans son carnet, donc il a exactement la date en 1996 quand il a eu l'idée. Et quand il est rentré à Tübingen, il a demandé à un collègue chimiste, spécialiste des liposomes et de la transfection d'ADN. Il lui a dit, tiens, moi j'aimerais bien utiliser l'ARN dans des liposomes pour faire des vaccins. Et il a donné ce projet à Igmacher. Il ne savait pas, aucun d'entre eux ne savait à l'époque que 3 ans plus tôt, ça avait déjà été publié. Mais ils l'ont appris un peu plus tard en discutant. Et là, les gens leur ont dit, mais ça a déjà été publié. Mais bon, ils ont quand même continué et on a effectivement continué à améliorer la technologie et à mettre de nouveaux brevets. Il y a deux choses que vous dites qui me semblent très intéressantes et qui m'amènent à deux questions. La première, vous dites, on ne connaissait pas forcément la publication, et c'est vrai, il fallait recevoir les livres. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps d'ailleurs sur les livres papier, j'avais récupéré du labo pour montrer un peu ce que c'était. Ça veut dire que pour vous aussi, Internet a changé beaucoup de choses sur la diffusion des connaissances scientifiques au sein de la communauté scientifique. Oui, et de nos jours, quand vous avez une idée, vous pouvez très vite regarder sur PubMed et voir si votre idée est nouvelle ou pas, qu'est-ce qui a été fait dans le domaine. Dans ces années-là, quand on avait une idée, bon, on se lançait et souvent on essayait de voir une revue récente sur le sujet pour voir si dans une revue quelqu'un mentionnait déjà votre idée. Et puis ce qu'on faisait, c'est du coup on allait aussi parler à des gens peut-être spécialistes dans ce domaine, dans des domaines pointus pour leur dire tiens j'ai pensé à ça, qu'est-ce que tu en penses? Et si personne disait ah mais j'ai déjà vu ça quelque part, parce que chacun lisait certains articles, donc chacun avait ses connaissances, donc on testait des nouvelles idées en parlant avec des gens et si personne ne disait qu'il a déjà vu l'article ou déjà vu ça quelque part, alors on commençait. Donc, on pouvait partir sur des projets et se rendre compte effectivement 1 an, 2 ans plus tard que ça avait déjà été publié. Alors que maintenant, vous pouvez tout de suite un peu par Google, par PubMed, entrer les mots-clés et voir si votre idée ou votre projet a déjà fait l'objet d'une publication. Ça, c'est intéressant de voir aussi l'évolution du monde scientifique, comment on évolue. Une question, peut-être, vous n'avez pas la réponse, parce que vous avez parlé des congrès aussi tout à l'heure. Est-ce que Internet a multiplié le nombre de congrès? Ça, j'ai pas la réponse. Je ne sais pas si c'est une question que je me pose. Ou est-ce qu'à l'époque, il y avait suffisamment de congrès? Maintenant, j'ai l'impression qu'il y en a énormément. Je ne sais pas si c'est dû à Internet ou peut-être à plus de budget des labos, je ne sais pas, mais... Certainement, il y a plus de congrès maintenant parce qu'il y a aussi plus de chercheurs dans le monde, je pense. Donc, il y a 30 ans, combien de chercheurs chinois venaient dans les congrès? Probablement pas. Maintenant, vous avez énormément de chercheurs en Chine qui viennent dans des congrès en Europe, aux États-Unis. Donc, à l'époque, le monde était quand même, à part les Américains et les Européens, et les Japonais, mais peu d'autres... peu de gens venaient dans les congrès d'autres pays et aujourd'hui on a beaucoup de chercheurs qui travaillent en Inde, qui travaillent en Chine, donc, qui viennent dans les congrès. Donc il y a certainement beaucoup plus de congrès, mais globalement beaucoup plus de scientifiques sur Terre qui en plus peuvent se déplacer et ont suffisamment de moyens pour venir dans les congrès. Donc certainement il y a plus de congrès qu'avant. En plus les compagnies, donc dans les années 90, il y avait assez peu de biotech. Maintenant, il y a quand même beaucoup de biotech, il y a beaucoup d'activités privées de la recherche et les gens des biotech vont beaucoup en congrès pour justement voir ce qui est nouveau, voir ce qui n'est plus d'actualité. Donc, ça fait beaucoup plus de monde qui va en congrès de nos jours et qui justifie certainement qu'il y a plus de congrès. Réponse intéressante. Dernier point, il me semble qu'on avait noté d'ailleurs dans les thèmes, vous avez parlé de liposome, de cellules immunitaires, donc deux techniques différentes. Alors, question déjà, le liposome, c'est bien ce qu'on appelle les lipides droplets maintenant. Parce que je sais ce qu'est un liposome et les lipides droplets, j'ai pas très bien compris exactement ce que c'était, je voulais être sûr de... Oui, et vous avez raison, en fait, il n'y a pas tellement de différence. Donc, il y avait les liposomes, ensuite il y a eu les liposomes cationiques, ce dont Malone se vante en permanence, alors qu'il n'a juste fait que d'utiliser des liposomes cationiques. Avant lui, d'autres avaient utilisé déjà des liposomes pour l'ARN, donc c'était pas lui le premier qui a utilisé les liposomes pour l'ARN, mais c'était des liposomes cationiques. Et donc la première génération de liposomes était neutre, la deuxième était cationique, et la troisième maintenant est ce qu'on appelle les LNP, les droplets. Et c'est un mélange, c'est-à-dire que ce sont des liposomes qui sont à la fois cationiques lorsqu'on les fait à pH acide,
et Mhm. qui ensuite deviennent neutres lorsqu'on les met dans un tampon neutre. D'accord. Donc, et l'avantage de ces LNP, de ces droplets, c'est que ils ont les avantages des liposomes cationiques, c'est-à-dire qu'ils s'auto-assemblent très bien avec l'ARN qui est chargé négativement, Mhm. et donc à pH acide, à pH 4, ces lipides sont chargés positivement. Donc là, vous avez un assemblage très compact, très efficace. Mais ensuite, cet assemblage, lorsque vous relevez le pH à 7, ils restent ensemble. Donc, et là, à ce moment-là, les liposomes ne sont plus cationiques, ils sont neutres, et du coup, ils ont beaucoup moins de toxicité. Le problème des D'accord. liposomes cationiques, c'est qu'ils étaient assez toxiques pour le foie, par exemple. Et là, en neutralisant ces liposomes, en ayant ces charges qui peuvent se neutraliser à pH neutre, alors que les Mhm. liposomes cationiques étaient chargés à pH neutre. Les nouveaux liposomes, ces LNP, sont neutres à pH neutre. Et donc, ça permet d'avoir des particules qui ne sont pas chargées et qui ont beaucoup moins de toxicité. Et qui protège l'ARN, c'est la question que je voulais savoir. Est-ce que ça a une protection de l'ARN aussi dans les vaccins? Ça a un double rôle. Ça protège l'ARN et ça le donne aux bonnes cellules. Et D'accord. pour continuer mon analogie avec la photocopie, Mhm. donc Mhm. si l'ARN est une photocopie d'un gène, le liposome, c'est l'enveloppe. Donc c'est Ok. l'enveloppe que vous allez mettre, une belle enveloppe cartonnée qui va à la fois protéger votre photocopie et qui en même temps aura l'adresse et le timbre pour aller au bon endroit. Donc le liposome, c'est vraiment le rôle de l'enveloppe, ça protège et ça adresse l'ARN au bon endroit. Alors ça, c'est important aussi de parler d'adressage au bon endroit et je vais revenir aussi sur ce que disent. Oui, je vous ai dit des fois dans les discussions, il y a des choses qui me viennent et qui ne sont pas forcément des thèmes qu'on voulait aborder, mais ceux qui sont contre ces genres de vaccins nous disent que justement, ces vaccins vont pas toujours au bon endroit et puis il peut y avoir une rétrotranscription, c'est-à-dire retransformer l'ARN messager en ADN et s'intégrer dans le génome. Est-ce que ce que vous dites vous par rapport à ça, c'est que ça serait pas possible, c'est techniquement pas possible qu'une cellule non cible soit touchée? Et après, on va venir sur la question de la rétrotranscription. Est-ce qu'il y a un risque de rétrotranscription? Ah non, non, c'est tout à fait possible qu'une cellule non cible soit touchée. D'ailleurs, c'est le D'accord. cas. Quand vous injectez ces nanoparticules, elles vont, en majorité, lorsque vous injectez en intramusculaire, une majorité va aller dans les nœuds lymphatiques drainant le site Mmh. d'injection, mais beaucoup de particules vont aller dans le muscle, certaines vont aller dans le sang, et c'est le cas pour toutes les injections que vous faites de n'importe quel produit. Donc, quand vous injectez de l'insuline ne va pas dans un site particulier, Mmh. elle va partout. C'est vrai. Lorsque vous injectez n'importe quel type de vaccin, l'hépatite B, etc., vous avez un dépôt, mais vous allez aussi avoir des particules qui vont se détacher, qui vont aller dans la circulation partout. Donc tout ce qu'on injecte, une partie va se retrouver là où on veut éventuellement, mais une partie va se retrouver là où on ne veut pas. Donc c'est tout à fait inhérent au fait d'injecter un produit. Il va se distribuer dans l'organisme et de manière donc, soit plus dans le sang, soit plus dans le foie, soit plus dans les muscles, mais il n'y a aucun produit pharmaceutique qui va dans un endroit spécifiquement et uniquement dans cet Mmh. endroit-là. Donc, quand vous faites ce Ouais. qu'on appelle la biodistribution, vous voyez, il y a 90% dans le foie, 10%, 5% dans le poumon, 5% dans le muscle. C'est toujours une répartition dans les différents tissus, mais il n'y a aucune formule que vous injectez qui ne va que dans un endroit. Ça n'existe pas. D'accord, alors ça veut dire que je me suis trompé sur, un point de ma vidéo. En lisant les publications, j'avais l'impression que c'était vraiment, très spécifique. La seconde Mm. question donc merci pour la réponse. Il vaut mieux toujours interroger des spécialistes, c'est vrai. La deuxième question, c'est sur la rétrotranscription, certains et il y a une publication, je crois que c'est dans PLOS ONE ou PNAS, mais il me semble que c'est PLOS ONE, qui parlait d'une possibilité de rétrotranscription, mais ils avaient vraiment, surstimulé le système, je trouve. Est-ce qu'il y a une possibilité de rétrotranscription, dans ce type de vaccin? Rien n'est impossible en biologie et même les poules pourraient avoir des dents, ça n'est pas impossible. Mais l'article dont vous parlez, si on parle du même, est un très très mauvais article où il n'y a même pas le contrôle négatif minimum, Exactement. c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas testé le contenu d'ADN dans le vaccin. Donc Mmh. l'ADN, il y en a partout. Vous mettez votre doigt sur un écran, il reste de l'ADN. Donc l'ADN, il est partout. Et les gens ont tendance maintenant à craindre l'ADN, mais l'ADN, il est partout. On est fait d'ADN et il y a d'ADN dans ce qu'on mange, dans ce qu'on touche. Donc l'ADN est partout. Et donc dans cet article dont vous parlez, ils ont vu qu'il y avait de l'ADN dans le vaccin qui était donné dans des cellules, mais
Certainement, c'était l'ADN déjà présent dans le vaccin de toute façon. Et ensuite, donc, c'est aussi un manque de connaissance des gens de ce qu'est une cellule et comment une Mhm. cellule fonctionne. Les cellules, nos cellules ont évolué des milliards d'années pour se défendre contre l'ADN, parce que l'ADN qui rentre de l'extérieur peut perturber une cellule. Donc n'importe quelle cellule normale, lorsqu'il y a de l'ADN qui se retrouve dans sa partie qu'on appelle le cytoplasme, donc qui n'est pas le noyau, la Mhm. cellule réagit immédiatement. Donc, et en général, elle se suicide. Il y a ce qu'on appelle des récepteurs dans la cellule qui vont être là pour en permanence voir s'il n'y a pas de l'ADN. Et dès qu'il y a de l'ADN, ils vont mettre en alarme, ils vont mettre vraiment des signaux d'alarme. La cellule va réagir, activer le système immunitaire et se tuer. Et les virus ont évolué pendant des millions d'années aussi avec les cellules pour réussir à éviter ces systèmes, pour réussir à se cacher, etc. Mais si vous n'avez pas un virus, si vous avez juste un fragment d'ADN qui est fait par exemple à partir d'ARN par une reverse Mhm. transcriptase, vous allez immédiatement activer ces signaux intracellulaires et les cellules vont se tuer. Donc notre organisme, les gens ne connaissent pas tous ces systèmes. Donc c'est pour ça qu'ils en parlent de manière légère et sans approfondir. Mais non, si jamais un ARN de vaccin se retrouve dans une cellule reverse transcrit en ADN, la cellule va immédiatement voir qu'il se passe quelque chose et se tuer. Et disons, si ça n'arrive pas, si quelqu'un est immunosupprimé sur ses récepteurs, par exemple, donc il faudrait encore que cet ADN puisse remonter dans le noyau, un système Mhm. rétrograde. À nouveau, ça, c'est pas quelque chose qui se passe par chance. Ça arrive quand il y a des protéines, par exemple, virales, qui vont emmener les ADN dans le noyau. Les adénovirus, qui sont des virus à ADN, ont des protéines spéciales qui envoient l'ADN dans le noyau, mais sinon, ça ne se passe pas. Ensuite, une fois dans le noyau, il faudrait que ça puisse s'intégrer, il faut des intégrases en Mhm. général. Et donc ça, à nouveau, c'est les virus qui ont des intégrases. Mais donc, quand vous avez juste un vaccin ARN dans un liposome, si l'ARN est dans la cellule, donc tous ces événements de reverse transcription, d'éviter les signaux qui vont faire que la cellule va réagir, d'aller vers le noyau, de s'intégrer, tout ça ne se passe pas sans les protéines virales spécialisées. Et les protéines virales font tous ces mécanismes de manière très très spécifique, parce Mhm. que si un virus a ces mécanismes qui ne sont pas spécifiques, il va faire n'importe quoi dans la cellule, il va reverse transcrire n'importe quoi, envoyer n'importe quoi dans le noyau, et la cellule va mourir. Donc les virus ont inventé des moyens de faire toutes ces étapes de manière très précise, seulement sur leur propre ARN, de les reverse transcrire, de les cacher, de les emmener dans le noyau, de les intégrer. Et tous ces mécanismes sont spécifiques vraiment de l'ARN du virus, parce qu'à nouveau, si ça agissait sur d'autres ARN de la cellule immédiatement perdrait sa fonctionnalité et mourrait. Mhm. Donc tout ça sont des mécanismes qui existent, mais qui sont très précis, qui dépendent précisément de la séquence de l'ARN, qui n'arrive pas comme ça au hasard sur n'importe quel ARN, ça n'existe pas. Très bonne explication, merci à vous. C'est important aussi de parler de ça parce que vous dites les gens connaissent pas forcément ces systèmes-là, mais on parle aussi de chercheurs qui ont publié. C'est ce qui me fait presque le plus peur. C'est pas des gens qui discutent sur Twitter parce qu'on peut toujours réagir, mais c'est quand des chercheurs publient ce genre de papier, c'est souvent là où il y a le mal qui se fait, quoi. Et c'est pour ça que c'est important de lire les papiers et de les comprendre. Mhm. Et malheureusement, ces chercheurs ARN qui ne connaissaient pas l'ARN messager, certains d'entre eux qui sont un peu médiatiques ne lisent pas les papiers, ils lisent le titre, ils en font des conclusions, ils ne lisent pas les méthodes, ils ne voient pas là où sont éventuellement les erreurs Mhm. qui n'ont pas été détectées par les reviewers et là où peuvent être les artefacts. Et donc, il est important de décortiquer un article qui donne un nouveau message. On peut apprendre, on peut découvrir des choses nouvelles qu'on avait euh, pas vu avant. Donc il faut être ouvert et rester accepter des nouveaux développements, mais par contre en ayant vraiment un œil critique. Et cet article dont Mhm. on parle de reverse transcription est un mauvais article. Je ne sais pas les reviewers comment ils ont pu passer à côté des minimums de contrôle nécessaires. Mais donc, si vous êtes dans le domaine et que vous lisez cet article, vous savez que bon, voilà, il y a des pistes, il faudrait reconfirmer, refaire des manips, mais vous ne prenez pas cet article comme preuve de quelque chose qui se passe s'il n'y a pas tous les contrôles, si tout n'a pas été bien fait. Et pour finir aussi, je veux ajouter que les gens parlent d'ADN dans les vaccins ARN avec des mécanismes comme ça, de rétranscription, de de rétrotransport dans le Mhm. noyau et d'intégration, des mécanismes à nouveau très précis, très ciblés, les gens en parlent sans les connaître, mais ils passent tous à côté du fait que les vaccins adénovirus
donc le AstraZeneca, Mhm. par exemple, le Janssen, le Sputnik V, ce sont des vaccins à ADN. Donc, C'est et vrai. ça, personne n'en parle. Alors, ils viennent chercher, ils viennent chercher l'aiguille dans la botte de foin des vaccins ARN. Et pendant ce temps-là, on a des vaccins ADN recombinants. Donc, les adénovirus AstraZeneca, Janssen, Sputnik V sont des virus à ADN. Donc, eux, ils viennent avec toutes leurs protéines qui Mhm. cachent l'ADN, qui l'emmènent dans le noyau, etc. Et là, on a des ADN dans le vaccin qui vont aller dans vos cellules, qui vont aller dans les noyaux. Et vous admettrez que personne ne parle Oui, c'est de vrai. l'ADN des vaccins AstraZeneca, Janssen ou Sputnik V. Et par contre, on vient nous parler d'ADN dans les vaccins ARN, alors que pendant ce temps-là, on a des vaccins qui sont, eux, des vaccins purement à ADN recombinant et qui sont néanmoins sûrs. Donc les vaccins AstraZeneca, Janssen, Sputnik V ont montré certains euh, effets secondaires plus importants que les vaccins ARN, donc ils ne sont plus utilisés, mais ils ont quand même montré Mhm. en phase 1, 2 et 3 leur efficacité et leur sécurité et ont été approuvés. Et là, on parle purement d'ADN. Et personne ne commande ça et viennent chercher l'aiguille dans la botte de foin, l'ADN dans le vaccin ARN. C'est très étrange, mais c'est un manque de culture scientifique simplement. C'est une bonne remarque. Je pense qu'il y a aussi une question d'idéologie quand les gens cherchent pour l'ARN messager. Je voudrais revenir sur un point que vous avez dit là qui est très intéressant sur les reviewers. Alors, je vais faire une hypothèse et après je vais poser ma question. Pendant la période de Covid, bon, on n'est pas tout à fait sorti du Covid, mais disons le gros, on va dire entre 2020 et puis 2022, pendant ces 2 années-là, il y a quand même une pression énorme sur les reviewers et souvent il n'y avait que quelques jours pour reviewer un papier. Donc je pense, je ne mettrai pas toujours la faute sur le reviewer aussi parce que des fois, il y a une telle pression des éditeurs que on peut passer à côté de trucs. Quand on a 3-4 jours pour reviewer un article, c'est parfois un peu compliqué. Alors ça c'est mon hypothèse qu'il y a des papiers qui sont passés parce qu'on a mis trop la pression. Mais je voulais vous poser une question. On parle justement de reviewing. Quelque chose qui a émergé pendant la pandémie, c'est des sites comme BioArchive, etc., où on peut mettre en préprint les articles et puis vous avez des gens qui peuvent reviewer dessous sur des sites spécialisés. Qu'est-ce que vous pensez de ce système-là? Est-ce qu'il doit être généralisé ou est-ce que ça devait être juste pendant la période pandémique ou voilà, est-ce que c'est quelque chose de bien aussi pour l'évolution de la publication scientifique? Bon, il n'y a pas de système parfait, donc aux extrêmes, on pourrait peut-être publier sans reviewer, parce que les reviewers vous parfois, on est tous à la fois reviewers et reviewés, et Mhm, parfois les reviewers vont vous forcer à faire certaines expériences qui n'ont pas d'intérêt, mhm. qui prennent du temps et de l'argent et qui sont à côté du message. Ça arrive parfois que je trouve que malheureusement la science a évolué vers euh, la technique qui a remplacé le message. Vous Mhm. voyez, les gros articles sont souvent des articles avec énormément de techniques, ce qu'on appelle les omics, C'est peptidomics, vrai. Ouais, genomics, ouais. des cascades d'expériences, de modèles, etc. Et parfois, des articles publiés à très haut niveau ne sont que des techniques, il y a pratiquement zéro message, zéro nouveauté. Par contre, à l'inverse, quand vous arrivez avec une nouveauté, mais que vous n'avez pas une cascade de technologie, les reviewers vont dire oui, bon, moi ça m'est arrivé, les gens m'ont dit tiens, il faudrait que tu mettes du Omix. Mais pourquoi ça apporte rien? Le message est clair. Ah oui, non, mais on a besoin de Omix. Donc, il y a aussi une dérive des reviewers à l'heure actuelle, je pense, des gens qui sont plus techniciens que chercheurs qui veulent voir des techniques et qui sont impressionnés par des techniques. Mais pour moi, le message scientifique est plus important que la technique. Et une technique de base très simple peut vous donner un message formidable, à l'inverse des techniques très poussées, très avancées, euh, très chères, peuvent vous donner un message qui n'a aucun intérêt. Mais à notre époque, le message qui n'a pas d'intérêt, mais qui est soutenu par des grandes quantités de techniques, a plus de chances d'être publié qu'un message qui a de l'intérêt, mais pour lequel il y a peu de figures ou peu d'expérience. Donc, à l'extrême, on devrait pouvoir publier sans être viewé pour pouvoir justement publier rapidement des résultats nouveaux et pas souffrir pendant 6 mois de commentaires de reviewers qui ne sont pas forcément relevants. À l'autre extrême, donc effectivement, reviewer, avoir 10 reviewers par papier pour être sûr que ce qui est publié à la fin est solide. Donc, entre les deux, on est au milieu, on a 2-3 reviewers par papier qui vont
avoir leurs biais, leurs connaissances ou leur manque de connaissances. Pour un éditeur, c'est compliqué. Quand un éditeur reçoit un papier, ça peut être compliqué de trouver des reviewers. Pas lorsque l'éditeur est de Nature ou de Science, quand ce sont des grands journaux, parce que quand vous êtes reviewer, si Nature vous dit est-ce que vous pouvez reviewer ça, vous dites oui, donc en général. Maintenant, si un journal plus modeste vous demande de reviewer, vous allez peut-être dire j'ai pas le temps, ou moi je lis l'abstract, si je vois déjà dans l'abstract que les gens sont un peu à côté de la plaque, je vais pas reviewer. Parce que si vous reviewez un bon article, si l'abstract est bon, ça va vite à reviewer. Vous lisez, vous savez que ça sera bon, ça sera assez solide, il n'y aura pas grand-chose à critiquer. Si je reçois un article à reviewer d'un journal moyen et que je vois dans l'abstract que les gens n'est pas vraiment bon dans le domaine, je refuse de reviewer parce que ça va demander énormément de travail. Il faut tout corriger, l'introduction, les résultats, la discussion, et c'est énormément de travail. Et du coup, je refuse. Donc, pour des éditeurs de revues un peu intermédiaires, trouver des reviewers, c'est pas facile. Et à la fin, ceux qui vont accepter vont peut-être pas être des très bons reviewers. C'est peut-être voilà la question que je vais vous poser. Au final, c'est peut-être des postdocs ou des PhD qui vont reviewer ça. Et le reviewing sera peut-être pas excellent. C'est vrai qu'il y a cette partie-là un peu négative. C'est compliqué. Ça, j'admets. Le point là où je vous rejoins entièrement, j'avais fait une vidéo il y a 2 ans avec un chercheur qui travaille sur les récepteurs couplaux-protéines G, où la vidéo c'était est-ce qu'on ne devient pas plus technicien que scientifique au final, et je rejoins tout à fait au discours. Il y a 2 ans, on avait discuté là-dessus, et je trouve que c'est assez juste. C'est vrai, on devient plus technicien que scientifique en tant que tel maintenant, c'est vrai. C'est incroyable. On a même là dans le Covid, on a des articles publiés dans Nature Science, etc., qui en fait n'apportent rien, mais qui ont testé sur 800 patients, 10 000 paramètres génomiques, transcriptomiques, peptidomiques, métabolomiques. Et donc tout ça est énorme. Et puis à la fin, en général, il n'y a même pas de message. Mais bon, ils ont fait beaucoup de choses. Et donc il y a beaucoup de ce genre de papier ça fait au moins, disons, je dirais 15-20 ans que la technique a remplacé le message. Et puis, il faut dire quelque chose aussi pour les gens qui connaissent pas très bien le monde scientifique, c'est que lorsqu'on a beaucoup de données, c'est difficile d'interpréter. Plus on a des données, plus il y a une interprétation qui est difficile derrière. Oui, avec des statistiques qui peuvent être aussi vraiment difficiles à mettre en place. Oui, et c'est vrai que quand on a beaucoup de données, après, on voit toujours des exceptions, donc on ne peut jamais faire des règles absolues, donc c'est juste des pourcentages. On a vu pendant le Covid que les gens ne comprennent pas bien ce que c'est un pourcentage, une réduction de risque. Les gens disent, bah, ça ne protège pas. Moi, je connais quelqu'un qui a été vacciné qui est mort. Oui, les gens ont peut-être perdu la culture générale de ce que c'est une réduction de risque, de ce que c'est un pourcentage. Et donc, effectivement, quand on fait des grandes études avec beaucoup de paramètres, on n'arrive jamais sur des conclusions blanc ou noir. C'est toujours avec certains intervalles de confidence, on appelle, ou de probabilité que quelque chose arrive ou n'arrive pas. Et effectivement, plus on a de data, plus on voit des exceptions. Et donc, simplement, des phénomènes qui sont fréquents, mais jamais absolus, jamais 100%. Alors, on va revenir un peu à l'ARN messager. On a défini ce que c'était l'ARN messager, un vaccin ARN messager. Est-ce que vous pouvez nous parler des essais cliniques qui ont eu lieu? Alors, je parle avant la pandémie de Covid, bien sûr, des premiers essais qu'il y a pu avoir sur les vaccins ARN messager. Depuis quand ça date et puis quels sont les types de maladies qu'on a pu essayer de traiter avec ça? Est-ce que vous avez un historique? Peut-être avant, je peux vous faire un petit peu 5 minutes sur l'ARN messager synthétique, parce qu'on a parlé de l'ARN messager tel qu'il est dans les cellules, tel qu'il est dans la nature, tel qu'il est dans toutes nos cellules, donc cette copie transitoire de gènes. Et au fait, dans les années 80, les gens ont réussi à faire des copies synthétiques de ces ARN messagers in vitro, en utilisant de l'ADN, en utilisant des enzymes qui peuvent faire cette photocopie. Et donc, les gens, dans les années 80, ont réussi à synthétiser des ARN messagers qu'on appelle donc synthétiques. C'est ces ARN messagers synthétiques qui sont dans les vaccins. Et la manière de produire ces ARN messagers, c'est une méthode enzymatique. Donc, vous avez de l'ADN qui a le gène qui vous intéresse, et puis vous mettez une protéine, une enzyme, qui va faire des copies en ARN de cet ADN. Et ensuite, à la fin de ce processus qui dure quelques heures, c'est comme une photocopieuse. Donc, à nouveau, le livre, c'est l'ADN.
un enzyme qui s'appelle RNA polymérase, c'est la photocopieuse, vous mélangez les deux, et puis la photocopieuse vous fait 1000 copies par page. Donc 1000 molécules d'ARN à partir d'une molécule d'ADN en quelques heures, et ensuite vous mettez une autre protéine qui va détruire l'ADN, et là vous avez votre ARN que vous pouvez purifier. Et donc ça c'est de l'ARN messager synthétique qui ressemble à l'ARN messager naturel. On essaie de se rapprocher le plus possible de l'ARN messager naturel, mais il lui ressemble, mais c'est pas exactement pareil quand même. On n'arrive pas encore à faire des ARN messagers synthétiques identiques aux ARN messagers naturels qui ont beaucoup de modifications et de choses particulières, mais on arrive depuis les années 80 à faire des copies assez bonnes donc des ARN messagers synthétiques qui sont d'assez bonnes copies d'ARN messagers naturels. Et les 30 dernières années ont permis d'améliorer ce processus, donc de faire des ARN messagers qui ressemblent de plus en plus aux ARN messagers naturels. Quand le professeur Meulien a publié en 1993 le premier vaccin ARN messager, il avait des ARN messagers à l'époque, je peux vous dire, pour vous faire une analogie, vous voyez les premiers avions en tissu et en bois qui font un bond de 30 mètres. Donc ça, c'était le premier vaccin ARN. Et puis vous voyez 30 ans plus tard, ou 50 ans plus tard, vous aviez le Concorde. Donc, et ça, c'est ce qu'on a maintenant. Donc les processus, l'idée était là, mais les processus de production, de fabrication d'ARN messager synthétique ont beaucoup évolué avec différentes technologies. L'une d'entre elles a été récompensée par le prix Nobel il y a 2 mois, mais seulement une des différentes technologies développées depuis 30 ans pour l'ARN messager synthétique. En plus, cette technologie qui a reçu le prix Nobel n'est pas du tout nécessaire dans les vaccins, donc on y reviendra, c'est un peu étonnant. D'autres technologies sont plus importantes, en particulier ce dont on a parlé, les nanoparticules de lipides, qui sont chargées seulement à pH acide. Elles sont irremplaçables dans les vaccins ARN. C'est grâce à elles qu'on a ces vaccins très efficaces. Donc c'est grâce à ces particules qu'on a des vaccins efficaces ARN anti-Covid, pas grâce aux améliorations de l'ARN. Ça a contribué à faire des vaccins plus efficaces, mais la clé, le seul élément clé dans les vaccins ARN, ce sont ces lipides développés par quelqu'un qui s'appelle Pierre Cullis, un Canadien. Et ça, c'est la clé, et la seule clé dans les vaccins, irremplaçable, qui ne peut pas être omise. Ce sont ces lipides ionisables, donc ces lipides qui sont chargés à bas pH et neutres, à pH neutre. Et ça, c'est la seule technologie qui est irremplaçable, qui est nécessaire dans ces vaccins qui induisent des réponses anticorps et qui n'a malheureusement pas reçu le prix Nobel pour l'instant, mais peut-être ça viendra. Oui, peut-être ça viendra, comme vous dites. Je ne sais pas comment ils choisissent les prix Nobel, c'est toujours des questions Moi, je peux vous dire, là, en l'occurrence, c'est de la communication. Réécriture de l'histoire, vous dites souvent, hein, c'est le mot souvent que vous employez. Oui, par des gens qui sont arrivés dans ce domaine tard. Donc, on parlait de Bourla, par exemple, mais Bourla, que savait-il des vaccins et la messagerie en 2010? Rien du tout. Donc, ce sont des gens qui sont arrivés assez tard, qui donc n'ont pas vécu l'historique. Moi, en ayant commencé en 98, on était seuls. Et il y avait 2 articles publiés. Donc, c'était simple. Donc, on connaissait ce qui a été fait, et puis après, nous, on a développé le reste, et après, d'autres personnes se sont greffées, et donc on a suivi leurs travaux. Donc, moi, je n'ai pas besoin même de lire les articles de l'époque, je les ai déjà lus à l'époque. J'ai lu des articles sur l'ARN en 2003, en 2004, en 2005, ce que ne font pas les gens aujourd'hui. Il y a trop d'articles, ils vont pas. Donc, ils lisent des revues actuelles qui ont été écrites par des gens qui eux-mêmes ne sont pas des experts. Et il y a un exemple important de ça, quelqu'un qui s'appelle Eli Dolgin, qui est un journaliste scientifique américain. Donc un journaliste. Et lui, il a écrit une revue, et je ne sais pas par quel miracle, c'est publié dans Nature. Et cette personne donc, a réécrit complètement l'histoire des vaccins ARN en interviewant les gens, y compris moi, donc plus qu'en lisant. Donc les gens ont raconté une histoire plus ou moins romancée, améliorée, différenciée, et lui a écrit l'histoire des vaccins ARN messagers simplement en partie sur quelques publications qu'il a lues, mais à nouveau, il n'était pas un expert des vaccins ARN messagers, il ne savait probablement pas ce que c'était avant 2020, plus que les gens lui ont raconté de manière plus ou moins, en tout cas souvent subjective. Et donc ça, il l'a mis dans un article qui est publié dans Nature, et maintenant les gens se basent sur cet article publié dans Nature pour dire, voilà, l'histoire des vaccins ARN, c'est publié dans Nature, donc c'est important. Et au fait, c'est faux. C'est important de dire ça, c'est vrai, parce qu'on se base toujours sur quand on ne connaît pas le domaine et qu'on veut commencer à le connaître en tant que chercheur, on se base surtout sur des revues. Et c'est vrai que Nature Review est un très très grand publisher
de revues qui sont Oui, souvent très complètes, intéressantes, mais c'est vrai qu'on se base beaucoup là-dessus, c'est vrai. oui, et l'article En d'Eli fait. Dolgin, il n'est pas dans Nature Review, il est dans Nature. Hmm. Donc ça a une portée énorme. Et je ne sais pas pourquoi ça a été accepté et publié dans Nature. Et, euh, et donc, c'est un parmi d'autres articles qui ont réécrit l'histoire d'un point de vue très américain. Et les Mhm. Américains ont ce potentiel de communication par les médias sociaux et par tous les journaux scientifiques pratiquement qui sont américains, les grands journaux. Donc, ils peuvent effectivement publier des histoires réécrites et le reste du monde va les reprendre. Et donc, mettre en avant plutôt les technologies ou la technologie développée aux États-Unis plutôt que celle développée avant dans d'autres pays par des pionniers qui sont complètement occultés par la réécriture de l'histoire des vaccins ARN messagers par les Américains. Le livre de Bourla, vous l'avez lu d'ailleurs? Non, je ne l'ai pas lu, mais je ne vais pas le lire parce que pour moi, c'est toujours un peu un sacerdoce de lire ce livre parce que je vois toutes les erreurs, toutes les approximations, toutes les Hmm. bêtises qu'ont même lu de gens qui ont écrit des bêtises qui ne correspondent pas à la réalité des choses. Moi, la réalité des choses, je l'ai vécu, j'ai discuté avec les gens euh, depuis, depuis 25 ans donc, qui ont fait ces histoires et cette histoire de l'ARN messager. Donc, quand je lis un livre, c'est toujours très pénible pour moi parce que c'est truffé d'erreurs scientifiques parfois, mais surtout historiques totalement. Alors le livre, juste sans faire de promotion, mais de Bourla, moi je l'ai lu, je m'intéressais à cette histoire, bien sûr, un peu comme tout le monde. C'est plus un journal de bord sur comment lui a vécu la pandémie Ok, très bien. que sur un historique en fait du vaccin. En gros, c'était un journal de bord sur comment il a demandé à ses employés de rester à la maison, qu'est-ce qu'il fallait faire. Ok, Voilà, très c'est bien. plus ça en fait. C'est plus lui qui parle de comment j'ai vécu la chose et puis Mm. comment Pfizer a vécu la chose que l'historique. D'ailleurs, il y a un moment donné où il dit que Pfizer n'était pas spécialisé dans les vaccins ARN messager. C'est pour ça qu'il se Pas soit du tout. associé à BioNTech, Mhm. qui alors lui dit que c'est la première compagnie sur les vaccins. Vous dites qu'il y avait CureVac un peu avant. Donc, il décrit pas l'histoire, en fait. Il décrit tel que lui, il a vécu les 2 années, en fait, de pandémie. Oui, mais par contre, vous noterez que lorsque Bourla disait certaines choses sur l'ARN, les médias le reprenaient, C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, alors c'est vrai. qu'il n'est pas un spécialiste de l'ARN. C'est vrai. Mais il le dit d'ailleurs dans ce livre que c'est pas un spécialiste RN, que Oui, mais les lui, il connaissait journalistes ont rien. tendance à l'oublier. Donc, ils disaient, ah, Bourla, le chef de Pfizer, a dit ceci, cela, des choses scientifiques qui parfois étaient un peu à côté de la plaque, et parce qu'il n'est pas un spécialiste de l'ARN. Vous le mettez dans un laboratoire, vous lui dites fais de l'ARN, il ne sait pas. Hmm. Oui, oui. Alors ça c'est bien noté aussi, justement sur ce que les médias racontent, etc. Je voulais qu'on parle aussi des essais cliniques. Alors l'ARN messager synthétique, ça c'est très important, comme vous dites, d'en parler. Les essais cliniques, on commence c'est quand avec ce type de vaccin? En 2003, et la première D'accord. personne injectée au monde, vous l'avez devant vous, c'est moi. J'ai Ça je reçu des savais pour le coup. injections, j'ai reçu des injections en 2003 d'ARN messager synthétique qui code pour une protéine de luciole, de mouche. Donc, c'est une protéine qui émet de la lumière. Mhm. Donc, j'ai fait cette expérience parce que on avait les résultats chez la souris, bien sûr. Donc, je pensais qu'avant de commencer à injecter des patients cancer, puisque mon focus et le focus de CureVac et de Hans-Georg Ramanzé, c'était toujours les vaccins Mhm. anti-cancer. Donc, on voulait aider les patients cancer. Et je me suis dit, bon, on va quand même regarder avant si chez l'humain, c'est aussi bien toléré que chez la souris et si c'est fonctionnel. Et donc, j'ai mis une étude en place. Les gens se trompent aussi. Et là, par exemple, Eli Dolgin, qui a écrit cet article dans Nature, qui m'a interviewé, a fait un mauvais travail à nouveau de journaliste. Ce n'est pas une injection que je me suis faite. C'était un essai clinique où Mhm. j'ai reçu des injections à la fois en tant que co, co-investigateur et volontaire. Mais c'était une étude sous le parapluie des lois allemandes. Donc, je ne me suis pas injecté quelque part dans le laboratoire. Ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Donc, c'était une étude avec une lettre de consentement. J'ai fait faire ces injections dans la clinique universitaire de Tübingen par des dermatologistes dans le contexte d'un projet de recherche Mhm. chez l'humain. Donc, et, et ça a permis ces injections, donc on a répété à plusieurs fois, de montrer qu'effectivement, il n'y avait pas
de problèmes avec ces injections. Donc, les sites d'injection d'ARN, ma peau n'était pas affectée. J'ai des photos donc, de ma peau, c'était dans les jambes. Donc, on pouvait voir qu'il n'y avait pas d'événements averses, d'effets secondaires locaux, pas non plus systémiques, je n'ai pas eu de fièvre ou de problèmes. Et en plus, on a pu faire des biopsies au site d'injection ou plus loin du site d'injection et regarder l'expression de la lumière, donc, puisque cette protéine qui était codée par l'ARN messager synthétique qui m'a été injectée donc, émet de la lumière. Et comme ça, on a pu quantifier dans les biopsies la quantité de lumière émise qui corrélait avec si ça fonctionnait bien ou pas. Et on a pu voir comme ça que dans la peau humaine, les ARN messagers synthétiques fonctionnaient aussi bien que dans la peau de souris. Donc, et aussi qu'il n'y avait pas de risque. Et donc ensuite, la même année, en 2003, on a commencé à injecter des vaccins ARN messagers anti-cancer chez les patients qui avaient des mélanomes avancés, métastatiques, de stage 3 ou 4. Et on a pu montrer dans une première cohorte de patients mélanomes que nos vaccins ARN étaient à nouveau, n'entraînaient pas d'effets secondaires, qu'ils induisaient la réponse immunitaire qu'on attendait et parfois aussi des réponses cliniques. On a fait 3 essais cliniques, 2 chez le mélanome et 1 dans le cancer du rein. Et dans toutes ces 3 essais cliniques, on a publié, le premier on l'a publié en 2008, il ne sera jamais cité, il n'est jamais cité par les publications américaines. Donc le premier en 2008, le deuxième en 2009, le deuxième en 2011. Donc, il présente les résultats de ces tout premiers essais cliniques débutés de 2003, où on voit à nouveau qu'il y a la sécurité, il y a l'efficacité aussi de ces vaccins ARN messagers chez l'homme. Pardon. Non, allez-y, continuez. Et ça, c'était des formulations qu'on avait avant, donc qui n'étaient pas très efficaces. Donc là, l'enveloppe magique développée par Peter Cullis n'existait pas. Cette enveloppe magique a commencé à exister, disons, après 2008, en 2010 même. Donc nous, on avait des enveloppes pas du tout magiques, pas terribles à l'époque. Et du coup, donc, on avait des réponses immunitaires pas très très fortes. Donc, des compagnies comme BioNTech, créées en 2008, donc 8 ans après CureVac, ont amélioré beaucoup ces formulations, l'enveloppe. Et ensuite, grâce aux enveloppes de Peter Cullis, là, il y a eu vraiment ces formulations qui sont similaires à celles qui ont été approuvées. Et la première fois que ces formulations ont été testées, ça a été publié en 2017. Donc en 2017, Moderna, avec des collaborateurs académiques, a publié pour la première fois chez l'homme un vaccin ARN messager synthétique dans les enveloppes extraordinaires de Peter Cullis. Cet ARN messager codait pour une protéine de grippe. Et ils ont montré pour la première fois, donc avec ces formulations qui sont maintenant dans les vaccins Covid, en 2017, dans le contexte d'un vaccin anti-grippe, que l'ARN messager dans ces enveloppes magiques donnait des réponses anticorps très très forts chez les volontaires qui avaient participé à ce tout premier essai clinique de ces formulations qui viennent de Peter Cullis et qui sont les meilleures. Avant ça, les essais cliniques, les premiers qu'on a faits et ceux qui ont été faits ensuite par CureVac et par BioNTech, utilisaient des enveloppes qui étaient moins bonnes pour donner des réponses anticorps. Les enveloppes qu'on utilisait à l'époque étaient bonnes pour donner une réponse immunitaire qu'on appelle T, et qui est une réponse qu'on veut avoir chez les patients cancer. Donc, on n'était pas trop intéressé par la réponse anticorps, on était surtout intéressé par la réponse T, parce que notre cible était le cancer, et la cible de BioNTech aussi était le cancer. Donc, on était assez content avec nos enveloppes parce qu'on avait des bonnes réponses T, mais on n'avait pas beaucoup d'anticorps. Mais ces enveloppes magiques de Peter Cullis, publiées pour la première fois en 2017 par Moderna, montrent que ces enveloppes magiques permettent d'avoir une réponse T, comme nous, mais aussi une très forte réponse B. Et ça, on ne sait pas vraiment non plus pourquoi, mais c'est la magie de ces particules de Peter Cullis, c'est que l'ARN, une fois dans ces particules, donne une très forte réponse immunitaire T, mais aussi B, que nous, on n'avait pas dans nos enveloppes. Alors, tout ça, c'est très intéressant. J'ai plusieurs questions sur ce que vous avez dit. Je vais revenir au début de votre discours, si vous permettez. Vous avez parlé de ce journaliste qui a écrit sa revue de Nature et qui vous présente un petit peu, je donne un terme générique, mais ça va être important pour la question, une sorte de savant fou qui s'inocule lui-même le vaccin, luciférase.
est-ce que, selon vous, hein, je pose la question et on va venir sur Raoult, est-ce que cette image de savant fou, c'est pas une image que la population aime voir quelque part et c'est pour ça que les gens auraient suivi le professeur Raoult parce qu'il avait un peu cette image de savant fou qui fait un peu des essais dans son coin, un peu contre tout le monde. Alors, ça, c'était. Est-ce que quelque part il n'a pas voulu donner cette image-là? Enfin, Parce que on a un peu tous en tête l'idée du professeur Tournesol, vous voyez, un peu quelque chose comme ça, je sais pas. Certainement que l'image du professeur Raoult a aidé à sa popularité dans le public. Donc c'est cette image du scientifique qui, qui, qui a l'air un petit peu effectivement, comme vous le dites, du professeur Tournesol. Donc disons, si le professeur Raoult était en costume cravate avec un brushing, il n'aurait peut-être pas eu euh, le même, euh, le même intérêt. Je pense qu'effectivement, l'image, on est dans un monde de communication Mmh. et certainement donc son apparence sur les écrans permettait peut-être aux gens d'avoir confiance, de se dire lui, il vient pas pour s'acheter des nouveaux costumes, il vient parler de ce dont il sait dans son laboratoire et dans sa clinique. Certainement que le décorum et sa présentation ont permis que les gens s'intéressent à ce qu'ils disent. Voilà, c'est c'est les questions que je me pose des fois sur l'image du savant fou qui est complètement en dehors de la réalité scientifique. La 2e question, vous parlez de vaccins anti-cancer, vous avez parlé de mélanome et du cancer du rein. Alors, comme moi je travaille en néphrologie, ça m'intéresse ces histoires-là. Quels autres types de cancers pourraient être, potentiellement, alors je ne vais pas dire traités, mais en tout cas, avoir une sorte de thérapie avec ces vaccins-là? Tous. Tous? Il n'y a D'accord. pas et alors, la limite, c'est peut-être à quel stade. C'est-à-dire que vous avez des cancers qui, une fois qu'ils sont installés, vous donnent une immunosuppression. Et Mmh. donc là, vacciner est compliqué, les patients ne réagissent pas. D'accord. Donc vous avez, selon le stade du cancer et selon sa localisation, selon son origine, vos vaccins vont pouvoir être thérapeutiques ou pas. C'est-à-dire que dans le mélanome, dans le cancer du rein, on sait qu'on a encore un peu de temps avant que, bon, il faut quand même commencer les vaccins suffisamment tôt, mais disons, on peut intervenir et le cancer peut réagir. D'autres cancers, comme le cancer du pancréas, là, on sait que s'il y a des tumeurs et voire tout de suite des métastases dans le foie, vous pouvez induire une réponse immunitaire très forte et vous pouvez. D'abord, vous ne réussissez pas à induire des réponses immunitaires très fortes parce que les patients sont très malades. Et ensuite, donc, à ce stade, les les métastases se sont encapsulées, elles se protègent du système immunitaire, elles l'endorment. Donc même si vous activez le système immunitaire en périphérie, les métastases vont se protéger. Donc il y a certains types de cancers où vous pouvez même à un stade assez avancé faire des immunothérapies et des Mmh. vaccinations. D'autres cancers où il faut le faire avant, donc très tôt. Donc par exemple dans le cancer du pancréas, comme je le disais, quand vous avez des métastases et des tumeurs, il y a peu de chances qu'un vaccin, quel qu'il soit, peptide, ARN, puisse permettre de régresser les tumeurs. Par contre, BioNTech a publié un essai où là, les patients, ils ont vacciné des patients après opération. Donc des patients chez qui on a enlevé les tumeurs. Et donc, ces patients sont, entre guillemets, un petit peu en meilleure santé. Et là, vous voulez que le système immunitaire élimine des petites cellules tumorales Mmh. disséminées ici et là, parce que les masses tumorales, elles ont été enlevées. Et là, vous pouvez, donc, vous ne voulez pas traiter pour que les cancers régressent, vous voulez traiter pour qu'ils ne reviennent pas. Donc, c'est un objectif différent. De faire de la thérapie chez quelqu'un qui a des métastases, chez qui vous voulez que les métastases partent, versus quelqu'un qui n'a plus de tumeur, par exemple un cancer du sein, le sein a été enlevé, ou un cancer de la peau et qui a été enlevé. Donc là, vous avez des patients qui ont eu un cancer, qui ont un risque de récidive parce qu'il peut y avoir dans leur corps Mmh. quelques cellules cancéreuses cachées. Et là, vous pouvez les vacciner pour que ces petites cellules qui restent soient éliminées. Donc, et là, c'est presque une prophylaxie, c'est-à-dire que vous avez des patients qui n'ont plus de cancer sur l'imagerie, et là, allez les vacciner pour éviter que, éventuellement, Ouais, s'il y ouais. a une cellule qui restait, qu'elle revienne. Donc, c'est presque prophylactique, et c'est différent quand vous avez vraiment des patients avec des masses tumorales sur le rein, dans le foie. Là, les vaccins, en général, ont peu de chance tout seuls de permettre que le cancer diminue et parte. D'accord, ça c'est très intéressant. En fait, il y a beaucoup d'espoir avec ces vaccins, hein. Oui, et donc c'est pour ça que je dis que tous les cancers
peuvent être ciblés, mais pas au même stade. Donc, un mélanome, on peut imaginer ce que fait Moderna maintenant en essai clinique de phase 3, des cancers même dans des stades assez avancés, avec des patients qui ont des métastases, dans le cancer du rein aussi, mais dans d'autres cancers, comme le pancréas, on va certainement pas vacciner des gens qui ont des métastases. On va à ce moment-là avoir d'autres approches avec l'ARN, mais qui ne sont pas des vaccins, mais qui seront des thérapies. Si vous voulez, on en parlera, parce que l'ARN messager synthétique, c'est un outil. C'est un outil dans les vaccins, mais vous pouvez l'utiliser aussi de nombreuses manières et de manière thérapeutique pour faire des protéines thérapeutiques et pas des vaccins. Et donc là, avec l'ARN, quand vous avez de l'ARN, vous avez vraiment une boîte à outils et vous pouvez, chez un patient, faire différentes approches. Chez un patient cancer, à la fois le traiter et le vacciner. Donc le traiter pour que les tumeurs disparaissent, ensuite le vacciner pour qu'elles ne reviennent pas. Alors, vous parlez de thérapie à l'ARN, il me semble, j'ai peur de dire une bêtise, mais que les thérapies géniques, c'est seulement de l'ADN. Ou ça peut être aussi de l'ARN. Les classifications varient d'un pays à un autre D'accord. et d'une utilisation à une autre. Par exemple, il me semble, si ça n'a pas changé, qu'en Europe, les vaccins ARN anti-cancer sont classifiés thérapie génique, mais les vaccins ARN antivirus ne le sont pas. D'accord. Et je ne sais pas comment c'est pour la FDA, je ne sais pas comment c'est en Australie ou au Japon. Les organismes de régulation ont classé les choses de manière un peu différente selon les pays et pas forcément toujours. Il y a un argument parfois qui fait que l'ARN est classé comme thérapie génique, c'est que l'ARN est produit par un processus enzymatique et pas par un processus chimique. Donc pour certaines autorités, ils ont dit comme c'est un processus biologique, on le met dans les biologies. D'accord. Et donc, ça dépend de quelle manière ils ont. Nous, quand on a commencé, on est allé voir le Paul Ehrlich Institute, qui est l'équivalent en France, comment s'appelle l'organisme en France, je ne sais plus, enfin, en Allemagne, c'est le Paul Ehrlich Institute qui s'occupe de ces classifications. Et quand on était allé les voir dès les années 2000, ils étaient un peu embarrassés. L'ARN était nouveau, ils ne savaient pas. Donc, ils ont dit, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, comment on va le classer? Et puis, bon, on a discuté avec eux, ils se sont rendus compte que ça n'avait pas du tout les mêmes propriétés que l'ADN, donc la persistance, la possibilité d'intégrer, de s'intégrer dans les cellules souches. Donc, ils ont d'abord dit, ils nous ont fait un courrier pour dire c'est pas thérapie génique. Et puis, finalement, un peu plus tard, il y a eu ce côté, ah oui, mais c'est produit par processus biologique, donc ça tombe quand même dans cette catégorie d'experts. Vous savez, ils ont des experts dans ces bureaux, et puis du coup, bon, bah, ils n'ont pas donné aux chimistes, ils ont donné aux biologistes. Donc du coup, c'était un peu plus dans le tiroir biologie, médicaments biologiques. Mais c'est pas évident de classifier l'ARN messager, donc, parce qu'effectivement, c'est une information génétique transitoire, donc c'est génétique. Maintenant, effectivement, comme ça ne persiste pas et comme ça n'est pas vraiment la source de nos informations génétiques chez l'homme, donc c'est compliqué. Du coup, il y a un peu ces appellations qui varient d'un pays à un autre et selon l'indication. D'accord. Tout ça, je ne savais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprendre des choses aussi. Avec ça, j'avais une question sur les essais qui ont été faits sur animaux. J'avais fait une vidéo il y a 2-3 ans justement sur les vaccins. Où, là, j'ai perdu l'image. Où il me semble avoir vu des essais sur animaux contre alors, en vaccination ARN messager, mais peut-être que je me trompe, contre le SARS-CoV-1 chez la souris. Oh, certainement, il y a En eu... 2006-2007, c'était. Avec de l'ARN? Il me semble bien, oui. J'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble bien. Bon, sinon, c'est possible. À ce moment-là, ça a dû être fait avec cette méthode de Gilboa, dont je vous parlais, avec des cellules prises et in vitro, mises avec de l'ARN et réinfusées, parce que cette technologie était beaucoup utilisée. Les vaccins par injection directe, comme nous le faisions, on était les seuls. Mais beaucoup de monde travaillait à l'époque avec cette technique de Gilboa. Elle était très, très populaire, disons jusqu'à 2010. Et quand nous, on voulait publier nos résultats par injection directe, les fameux reviewers nous disaient « mais vous êtes fous d'injecter l'ARN, il faut faire comme Gilboa ». Et donc j'étais obligé de rajouter dans mes articles des manips de la méthode Gilboa, donc de cellules in vitro transfectées avec l'ARN et réinjectées, parce que les reviewers me demandaient, mais je disais « mais non, mais nous on injecte directement, c'est plus facile ». Ah non, non, il faut faire comme Gilboa. À l'époque, les gens dépensaient des millions pour faire des infrastructures, pour pouvoir prendre du sang de patients
transfecter l'ARN dans les cellules sanguines, puis les réinjecter, donc tout ça en GMP, ça coûtait des millions. Partout en Allemagne, en France, les gens mettaient en place ce genre de facilité. Cette technologie donc, était beaucoup utilisée et par les 2 prix Nobel, par exemple, d'il y a 2 mois, ils ont commencé en utilisant cette technique de Guilbault. Ils ont publié en 2000 un article de vaccin basé sur la méthode de Guilbault, vaccin anti-HIV. Donc, cette technique était très populaire. Donc, je peux imaginer qu'en 2006, contre le SARS-CoV-1, les gens ont aussi utilisé cette méthode avec de l'ARN et la méthode Guilbault pour montrer qu'on pouvait induire des réponses immunitaires anti-SARS-CoV-1. Mais je ne connais pas l'article, peut-être je me trompe. Alors, j'essaierai de le rechercher. Je me souviens, enfin c'est de mémoire parce que la vidéo a quand même 2-3 ans, donc je ne connais pas par cœur le ça. Alors pourquoi je vous parlais de ça? C'est qu'il y a eu une communication qui était beaucoup politique aussi, mais qui est quelque part aussi la communication de Pfizer. C'est de dire que ces technologies sont quelque chose de très nouveau et que en fait beaucoup de choses ont été inventées pendant la pandémie de Covid-19 et qu'en une année, en fait, les vaccins sont sortis quasiment ex nihilo et comment vous... Alors, moi, j'ai cherché parce qu'en fait, quand j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux et toute cette communication-là, je me suis dit, c'est pas possible. Pour moi, la recherche, c'est le temps long. Enfin, ça fait quand même 13 ans que je fais de la recherche. Je sais qu'il faut du temps pour trouver des solutions, améliorer les techniques, etc. Et j'avais commencé à chercher sur les vaccins ARN messager pour montrer aux gens que c'était pas quelque chose qui sortait de 2019. Ma question, c'est comment vous avez vu cette communication Macron, par exemple, président Macron, président français, qui va dire on a réussi à faire tout ça en une année. Bourla, qui dans son livre nous explique quasiment qu'il a fait tout ça en une année. Comment vous avez vu toute cette communication là-dessus et est-ce que selon vous, ça a entraîné le fait que des gens puissent avoir peur de ces vaccins ARN messagers? Si on reprend avant même ça, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de bêtises qui ont été dites et Emmanuel Macron a dit au début de la pandémie que personne n'imagine réalistiquement avoir un vaccin avant 2 ans. Mm. Je me rappelle très bien de cette phrase parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il a ses copains médecins autour qui lui disent n'importe quoi, qui n'y connaissent rien. En février 2020, qui connaissait les vaccins ARN? Personne. Donc pour moi, c'était compliqué parfois parce que je voyais, par exemple, voilà, le président Macron qui vient en disant personne n'imagine un vaccin disponible avant 2 ans. Et je savais que oui, bien sûr, ça a été ça, mais moi, je n'ai aucun moyen de communiquer avec le président. Donc, il est entouré de gens qui... Ce qu'il faut voir, c'est que les médias aimaient bien interroger les médecins. Or, un médecin ne sait pas comment on fait un vaccin. C'est plutôt les pharmaciens qui sont formés pour faire les vaccins. Un médecin apprend à l'injecter et pourquoi, mais vous demandez à un médecin, vous pouvez faire le test, donc comment est produit le vaccin hépatite B, à quoi il correspond, ils ne vont pas savoir. Demandez même si c'est un vaccin protéine, viral, ils ne sauront pas. Donc ça ne fait pas partie de leurs objectifs de savoir comment on fait un vaccin. Donc il doit savoir comment l'injecter et pour quelles raisons. Mais, et donc, pour une raison que j'ignore, les médias demandaient beaucoup aux médecins leur avis sur les vaccins. Il aurait fallu demander aux pharmaciens ou aux chercheurs. Donc, mais pas aux médecins, ils sont les derniers à savoir comment est fait un vaccin, ce qu'il contient et même comment il fonctionne. Donc mais a priori, donc les gens autour d'Emmanuel Macron étaient peut-être plutôt des médecins qui lui ont dit mais ça n'existe pas un vaccin qui se fait en moins de 2-3 ans, mais c'est parce qu'ils ne savent pas comment on fait un vaccin, ils ne connaissaient pas ces nouvelles méthodes qui étaient encore donc restreintes à un petit monde de l'ARN. Donc moi, ça ne m'a pas étonné. Donc quand on développe, et en plus les gens ne savent pas, mais quand on développe un produit, si ça prend 10 ans, ce n'est pas le développement du produit qui prend 10 ans. C'est-à-dire que quand vous commencez votre essai clinique, votre produit est déjà finalisé, final. Et ce qui va prendre 10 ans, ce sont les tests 1, 2 et 3, et surtout l'administratif, donc, parce que chaque résultat va être évalué par des comités qui vont poser des questions, redemander des choses, etc. Mais votre médicament, pendant 10 ans, n'évolue pas. Il est le même pendant 10 ans. Donc, le médicament, lui, éventuellement, a été développé en quelques mois, mais il va être testé sans être modifié pendant 10 ans. Donc, les gens imaginent
que ça prend 10 ans de développer un médicament. C'est pas vrai. Ça prend parfois juste quelques semaines ou quelques mois, mais ça prend 10 ans pour le valider. Mais ce ne sont pas 10 années où le médicament est développé, c'est juste 10 années où le médicament est testé. Et donc là, pendant la pandémie, ce médicament a été testé plus vite parce que les autorités, en particulier grâce à Donald Trump, qui a mis en place cette opération Warp Speed, il a dit, mais la FDA, vous attendez pas 3 mois pour répondre, vous avez 2 jours pour répondre. Quand vous avez un dossier, quand les résultats de phase 1 viennent, le dossier est déposé, 3 jours après, vous dites go ou no go pour la prochaine phase. Normalement, ils prennent 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc, ce sont ces étapes qui ont été extrêmement raccourcies parce que les gens se sont focalisés. Au lieu d'avoir une personne qui va avoir 50 dossiers à évaluer et donc qui va avoir besoin d'1 an pour donner une réponse, là, il a mis 50 personnes sur un dossier. Donc, pour avoir 2 jours, l'évaluation complète pour dire, OK, maintenant, vous pouvez faire la phase 2, et puis après la phase 2, vous pouvez faire la phase 3. Donc, ce sont ces espaces qui ne sont pas des espaces scientifiques de développement d'un médicament. Le médicament, lui, il est développé très, très vite. Donc, ce sont ces tests en essais cliniques qui ont été raccourcis parce que plus efficacement traités. Mais en théorie, n'importe quel médicament pourrait être développé aussi vite. Après, ça dépend des maladies. Dans le cancer, par exemple, ça prend beaucoup plus de temps, parce que pour prouver qu'un médicament est efficace dans le cancer, vous devez montrer que les patients survivent plus longtemps. Donc, en général, vous devez attendre au moins, disons, 5 ans. Donc, dans une cohorte de patients, faire la survie, vous êtes obligé de suivre longtemps les patients. Donc, vous ne pouvez pas aller plus vite. Par contre, dans une épidémie, comme on a eu, c'est plus rapide parce qu'en 2 ou 3 mois, vous pouvez voir combien de gens se sont infectés, combien de gens sont devenus malades. Donc là, c'était idéal pour aller vite parce qu'en 2 ou 3 mois de phase 3, vous voyez, voilà, si vous vaccinez 10 000 personnes, combien sont malades, et si 10 000 ont le placebo, combien ont été malades, sur 3 mois, vous le voyez. Dans le cancer, à nouveau, vous êtes obligé d'attendre des années pour démontrer que votre cohorte traitée par rapport au placebo, sur le long terme, les gens ont vécu sur plus longtemps. Donc là, ça devrait être la norme pour des médicaments de se développer aussi rapidement que le Covid. Ça n'est pas normal que les patients attendent 10 ans pour avoir un médicament. Alors, parfois, à nouveau, c'est pas possible de faire autrement, comme quand on doit suivre la survie sur le long terme. Mais sinon, idéalement, donc, les vaccins devraient être développés plus rapidement. Et j'espère que c'est le cas. Maintenant, Moderna vient avec un vaccin contre certains virus respiratoires, donc les virus syncytiales, qui j'espère va être approuvé cette année et qui aura donc été développé aussi en 3-4 ans. Donc, et tant mieux, donc, parce qu'on peut le faire et on doit le faire. Si on peut apporter à la population quelque chose qui protège ou qui guérit, on doit pouvoir le faire en 2 ou 3 ans et pas en 10 ans, si la technologie est appropriée. Donc les autorités, malheureusement, souvent nous mettent des bâtons dans les roues. C'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que on nous demande parfois un peu la quadrature du cercle. Les autorités, des gens de compétences différentes, peuvent demander des choses des fois un peu, parfois pas. Je vous donne l'exemple. Les premiers essais qu'on a fait avec CureVac, comme c'était académique, on a pu aller de la souris à l'homme. On avait traité environ 80 patients, et quand CureVac a voulu faire son essai de compagnie, les autorités ont dit vous devez faire de la toxicité et des essais chez le singe. On a dit mais on n'a pas de temps. On a 80 patients dont on a monitoré les réponses adverses. Oui, mais c'est académique, ça ne compte pas. Donc, il fallait trouver de l'argent et du temps pour faire des expériences chez le singe que je trouve non éthiques, pour qui n'apportent rien, alors qu'on avait les résultats chez l'homme. Mais de manière formelle, pour les autorités, les résultats chez l'homme, comme ils avaient été faits dans des contextes d'études cliniques académiques, n'étaient pas suffisants pour documenter une étude clinique d'industrie. Ce sont des choses un peu farfelues, et ça coûte énormément d'argent, ça prend énormément de temps, c'est complètement inutile. Et puis il n'y a pas des singes dans toutes les animaleries ?
Oui, alors vous êtes obligé de sous-contracter. Bon, moi, Ça. je suis végétarien, je, je fais tout ce que je peux pour aider les animaux. Et donc, l'idée de devoir faire des lapins, des rats, des singes, je trouve ça un peu horrible quand ça n'apporte rien. Quand c'est utile dans certains domaines, la neurologie, etc., c'est différent. Mais dans l'immunologie, dans la vaccinologie, vacciner des singes n'a, à mon sens, à ma connaissance, jamais apporté d'éléments tangibles pour modifier ou pour améliorer les vaccins. Donc, ce que vous obtenez chez la souris est suffisant en général. Et après, il faut faire attention chez l'homme de commencer avec des doses très basses pour être sûr de ne pas avoir de choses sévères et augmenter la dose lentement. Mais passer des années et des millions à faire des études chez le singe de vaccins, je trouve ça assez inutile et c'est ce que les autorités nous ont demandé. Donc parfois, le temps, les gens voient que ça prend 10 ans, mais beaucoup de ce temps est du temps perdu parfois. Et là, la pandémie nous a montré qu'on peut aller plus vite. Et je dirais du coup, maintenant, on doit aller plus vite. On doit pouvoir offrir ces vaccins qui protègent les enfants, les personnes fragiles, la population, de manière rapide et pas attendre 10 ans de faire des choses un peu farfelues chez les pauvres animaux qui n'ont rien demandé. Et donc, ça devrait être la norme. Donc, pendant la pandémie, ça a été mis en place de manière extraordinaire aux États-Unis. Et ça aboutit à effectivement donc l'approbation en moins d'1 an entre le moment où le vaccin a été imaginé, et puis ensuite produit, testé et approuvé. Alors j'ai deux questions par rapport à tout ça. Je trouve très intéressant ce discours-là. Alors la première question, c'est que la pandémie, c'est quelque part une économie de guerre. Et souvent, une économie de guerre, on ne la reproduit pas en temps de paix. Donc quelle chance y a-t-il alors vous avez parlé de Moderna tout à l'heure, mais quelle chance y a-t-il que ce genre de pression qu'il y a eu sur l'administration se reproduise en temps normal? Peu de chance, mais comme je vous le disais, pour le virus respiratoire syncytial, Moderna a déjà déposé les demandes de commercialisation. Donc ça a été quand même un développement assez rapide, pas aussi rapide pour le Covid, mais plus rapide que pour les vaccins habituellement. Donc je pense que quand même, là, il y a eu une petite leçon retenue de la crise Covid. Mais globalement, vous savez, même si on parle, on voit bien que les leçons, j'avais espéré pendant le Covid que certaines leçons resteraient, l'hygiène, se laver les mains, mettre des masques quand on est en contact avec des personnes fragiles. Je me suis dit, tiens, la pandémie est l'occasion pour les gens de réapprendre à se laver les mains, à mettre un masque éventuellement à se distancier aussi. Quand on est malade, on ne vient pas embrasser quelqu'un qui est fragile. Ce sont des choses du sens commun. Je me suis dit, la pandémie va permettre de remettre ça un petit peu à l'ordre du jour et on voit que tout a été oublié. C'est vrai qu'on oublie vite. C'est vrai qu'on oublie vite. La seconde question que j'ai à vous poser, vous avez parlé de l'expérimentation animale. J'ai fait une vidéo avec un représentant de One Voice, qui est une organisation qui lutte contre l'expérimentation animale, mais qui lutte de manière intelligente. Alors, je vais vous proposer une idée qui n'est pas la mienne, qui est la leur. Si ça vous intéresse, vous pourrez voir les vidéos. Ma chaîne est spécialisée dans le monde de la recherche, donc je parle essentiellement du monde de la recherche. Et eux proposent cette idée, c'est de dire que une équipe qui travaille sur un modèle, par exemple, moi je suis en néphrologie, on va travailler sur l'oreille, on est apte, nous, moi je travaille sur animaux, sur les rats, mais on est apte, nous, à développer des modèles in vitro ou autres in silico qui vont nous permettre d'avoir les mêmes résultats sans passer par l'animal, avec un délai. Et eux, ce qu'ils proposent, en fait, c'est que lorsqu'il y a une recherche de financer sur l'animal, qu'il y ait pour la même équipe la même somme qui soit allouée pour développer des méthodes non animales. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Oui, je pense que ça se fait aussi pas mal, alors pas exactement comme ça, mais on a en Suisse, par exemple, des grants, des appels d'offres qui sont juste pour de la recherche qui permet de remplacer les animaux. Ça s'appelle 3R, et pour Reduce, Replace et Refine. Et donc, il y a des crédits qui sont dédiés à la recherche pour ce genre d'application. C'est très bien. Donc, et on avance.
on a des systèmes maintenant sur des microchips, etc., qui aussi miment la digestion, le métabolisme, le catabolisme des médicaments. Pour le système immunitaire, c'est un petit peu compliqué. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire maintenant in vitro avec du sang. Voilà, nous, on utilise beaucoup notre sang dans le laboratoire. Euh, et donc, on réussit à filtrer un peu quand on veut tester différentes compositions d'ARN. On les filtre d'abord dans des systèmes in vitro avec du sang humain. À un moment, le système immunitaire est tellement compliqué, il est en 3 dimensions. La réponse immunitaire se passe dans la rate, dans les nœuds lymphatiques qui ont des organisations très précises avec des zones de cellules T, de cellules B, etc. Et donc, c'est une architecture, le système immunitaire. Et donc, dans un tube, vous pouvez apprendre certaines choses, mais à la fin, on n'est pas encore à réussir à mimer le système immunitaire dans un tube. Et ça arrivera un jour avec les imprimantes 3D, par exemple, et essayer d'imprimer des nœuds lymphatiques avec toute leur complexité et pouvoir utiliser ces nœuds lymphatiques ensuite pour les injecter, voir. C'est un peu science-fiction pour l'instant, mais c'est bien que ces recherches soient financées parce qu'un jour, ça fonctionnera et on pourra dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, je ne sais pas, se passer des animaux. Donc il faut financer cette recherche, et ça ne viendra pas du jour au lendemain, mais il y aura un jour, je pense, où l'humanité sera végétarienne et végane, et se passera des animaux, y compris pour le développement de médicaments. Alors, question qui n'a rien à voir avec le schmilblick. La viande in vitro, vous en pensez quoi? Je pense que c'est tellement facile de se passer de la viande, moi, en tant que végétarien, donc c'est un effort, donc, mais très vite, quand vous passez de viande, il y a tellement, on vit dans une abondance telle. Vous allez dans un supermarché, les rayons dégoulinent de produits, les produits végétaux, les champignons, il y a une telle diversité. Je ne comprends pas qu'on puisse se dire qu'on va se lasser. Ou, je veux dire, vous avez suffisamment de végétaux qui existent pour vous amuser toute votre vie à faire des plats tous différents et merveilleux. Donc, la viande est une tradition, mais franchement, c'est complètement inutile. Et vous pouvez reproduire des saveurs et des goûts avec simplement des champignons, des végétaux, des goûts de viande. Et donc, disons, pour les gens traditionnels qui veulent un bout de viande dans leur assiette, c'est bien d'avoir ces viandes synthétiques ou des viandes végétales qui imitent, parce qu'il y a des gens qui veulent voir dans leur assiette quelque chose qui ressemble à un bout de cadavre. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais voilà, pour celui qui veut ça, ces méthodes peuvent lui permettre de se satisfaire en évitant de trucider des animaux. Donc c'est intéressant, mais franchement, je trouve que se passer de la viande, c'est très simple, et puis c'est le meilleur moyen de lutter à la fois contre les dérèglements climatiques, la pollution et la souffrance animale. Et d'améliorer notre système cardiovasculaire. Voilà, c'est bon pour la santé, c'est bon pour les animaux, c'est bon pour l'environnement. Il suffit juste de se passer de viande, c'est quand même pas la mer à boire quand on voit l'opulence à nouveau. Il y a 100 ans, les gens avaient en hiver, vous n'avez pas grand-chose d'autre à manger que de la couenne de cochon. Donc maintenant, quelle que soit la saison, vous avez des fraises. Alors, le prix peut être cher, mais ce que je veux dire, c'est que bon, moi, je vais faire mes courses et les magasins croulent de toutes sortes d'aliments végétaux, de fruits, etc., délicieux. Et franchement, il y a l'embarras du choix. Donc rajouter, de la viande en plus, c'est un luxe, en plus c'est cher. Et franchement, donc voilà, pour le budget, pour la planète, pour les animaux, pour votre santé, soyez végétarien. Alors, on va garder le message. Alors, on a vu à peu près tout ce que je voulais voir pendant l'interview. Ce sur quoi je voulais finir, c'était vos projets à vous, sur quoi vous travaillez maintenant et quels sont les projets que vous avez en recherche. Peut-être on peut dire 2 mots sur le prix Nobel. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a parlé un peu, mais c'est vrai. Voilà, donc le prix Nobel a été attribué donc, à Cathy Carico et Drew Weissman. Et l'énoncé du prix Nobel est qu'ils ont été récompensés pour leurs travaux qui ont permis les vaccins ARN. Et cet énoncé est étrange parce que, par exemple, Cathy Carico n'a jamais fait de vaccin. Donc, et Drew Weissman a fait des vaccins à partir de 2017 avec cet ARN modifié. Donc, l'ARN modifié a été publié par Cathy Carico et Drew Weissman en 2005. Et cette publication de 2005, tous ces gens qui écrivent maintenant sur l'ARN ne l'ont pas lu.
Cette publication de 2005, vous pouvez la regarder et très vite faire CTRL F et chercher le mot vaccin ou vaccination, vous ne le trouverez pas. Donc cette publication de 2005 qui donne le prix Nobel à Cathy et Drew pour leur travail qui a permis les vaccins, cette publication ne contient pas le mot vaccin, leur travail n'était pas sur les vaccins. Donc c'est un peu étrange que le prix Nobel ait associé Cathy et Drew au vaccin Covid, sachant que Cathy n'a jamais fait de vaccin et que Drew a fait des vaccins, mais à partir de 2015, disons, avec l'ARN, parce que leur travail initial nommé, donc l'article nommé par le prix Nobel, l'article de 2005, était pour faire des ARN qui, justement, n'induisent pas de réponse immunitaire. C'est-à-dire l'opposé des vaccins. La thérapie, c'est l'opposé des vaccins. Quand vous faites de la thérapie, vous ne voulez pas de réponse immunitaire. Quand vous faites des vaccins, vous voulez une réponse immunitaire. Par exemple, de l'insuline, quand vous injectez l'insuline, vous voulez la thérapie par l'insuline. Vous ne voulez pas que le système immunitaire reconnaisse l'insuline. Donc, faire des vaccins, c'est l'opposé de la thérapie. Et ce que Cathy Carrico a fait après 2005, c'est de se focaliser sur l'ARN qui n'induit pas de réponse immunitaire. Donc, les quelques publications qu'elle a faites et qui sont citées dans le prix Nobel sont toutes pour ne pas avoir de réponse immunitaire. Et pendant 10 ans, donc comme moi je les connais et interagissais avec eux, donc ils nous disaient que leur ARN n'induit pas de réponse immunitaire. Et puis finalement, Drew Weissman, dans les années 2012-2013, s'est rendu compte que peut-être que si, justement, et du coup il a publié en 2017 un article où il vaccine des souris et d'autres animaux avec de l'ARN modifié, et il a publié ça dans Nature. Mais j'étais un peu surpris. Alors, je n'étais pas surpris qu'il ait le prix Nobel, parce que depuis 2 ans, il y a une communication américaine hyper intense, surtout sur Cathy, donc sur son histoire personnelle. Donc cette histoire a occulté tout à fait tous les autres pionniers, toutes les autres personnes incluses dans les vaccins, a occulté la technologie clé de ces vaccins, qui sont les particules de Peter Cullis, et qui ne sont pas du tout la modification. Donc les vaccins ARN fonctionnent avec ou sans modification. CureVac avait fait un vaccin anti-Covid non modifié. Et là, le Arcturus, un vaccin ARN nouveau, vient d'être approuvé au Japon. C'est un vaccin ARN non modifié. Donc les vaccins ARN fonctionnent très bien sans la modification. Je compare la modification dans l'ARN pour les vaccins à une boîte de vitesse automatique pour une voiture. Donc vous pouvez l'avoir dans une voiture, c'est bien, mais parfois vous n'en voulez pas si vous voulez faire une conduite un peu sportive. Donc la boîte de vitesse automatique n'est pas l'alpha ou l'oméga de la voiture. Vous ne pouvez pas dire que la personne qui a inventé la boîte automatique a inventé la voiture. Et c'est pareil pour la pseudoiridine. Ça peut être bien ou pas bien dans les vaccins. C'est très important dans les thérapies, parce que là, vous ne voulez pas de réponse immunitaire, donc vous avez besoin de la pseudoiridine, vous avez besoin de cette invention de Cathy et de Drew, mais pas du tout dans les vaccins. Donc il y a une telle communication qui a été faite pour mettre en valeur cette modification, qui est à nouveau qui est complètement pas dispensable, qui n'est pas indispensable, qui est dispensable dans les vaccins, mais la communication était tellement forte, ça aboutit sur un prix Nobel qui est très mérité, mais qui n'est pas, pour moi, dans l'énoncé, qui n'est pas bien ciblé. Au fait, si l'énoncé avait été sur leur travail sur la RNA messager synthétique, c'était bien. Je trouve que c'est un peu dommage que l'énoncé soit leur travail qui a permis les vaccins, sachant que justement, les deux, Cathy en l'occurrence, n'a jamais fait de vaccin, et qu'en plus, voilà, pendant des années, ils ont dédié ces ARN à l'opposé des vaccins. Donc, et cette modification, à nouveau, est accessoire dans les vaccins, n'est pas nécessaire, ce n'est pas du tout l'alpha et l'oméga, mais la communication des Américains en a fait l'alpha et l'oméga pour mettre un peu en valeur cette technologie, mais d'autres technologies sont importantes. Par exemple, celle que j'ai mis en place en 2003 qui s'appelle le GC Enrichment et qui est une des raisons, c'est un brevet qui fait les disputes entre CureVac et BioNTech par exemple, parce que c'est une des choses clés dans l'ARN de changer le codon. Donc, et ça, on l'a fait en 2003. Donc, il y a plusieurs technologies dans ces vaccins ARN approuvés, la pseudoiridine, l'enrichissement GC, les différentes modifications, mais toutes ces technologies sont améliorées, mais ne sont pas forcément nécessaires. Par contre, une est absolument nécessaire, ce sont les enveloppes, et qui n'ont pour l'instant pas été récompensées, alors que ça, c'est la seule technologie absolument incontournable dans les vaccins ARN, qui est utilisée dans tous les vaccins ARN modifiés de Moderna ou BioNTech et non modifiés d'Arcturus ou de CureVac. Donc, ils ont tous la même
types de particules inventées par Pierre Culis, mais par contre différents types d'ARN. Donc il n'y a qu'une technologie dans ces vaccins qui n'est pas contournable, ce sont les particules de Pierre Culis. Toutes les autres modifications dans l'ARN apportées par différents pionniers, y compris moi et d'autres, donc sont parfois bien, mais souvent dispensables. Peut-être qu'il le gagnera, le prix Nobel, tôt ou tard. Culis, oui, j'espère, parce que ces particules sont utilisées justement aussi pour des thérapies à base d'ARN, pas seulement d'ARN messager, mais des autres types d'ARN, ce qu'on appelle les siRNA. Il y a un médicament qui a été approuvé en 2018 qui s'appelle Onpatro, qui est ces particules, le Pierre Culis, qui délivre d'autres types d'ARN pour guérir une maladie génétique, enfin pour soigner une maladie génétique. Donc oui, j'espère parce que lui, ce qu'il a fait, c'est absolument incontournable pour ces technologies à base d'ARN messager. Alors merci pour cette historique. Je pense que les gens n'avaient pas conscience. C'est vrai, peut-être que le mot vaccin a été aussi rajouté pour la communication envers le public qui va regarder qui c'est qui gagne les prix Nobel. Et je trouve que c'est malheureux parce que finalement, ça met aussi les nominés dans une situation un petit peu curieuse parce que, par exemple, Cathy voit son nom associé au vaccin ARN alors qu'elle n'a jamais fait de vaccin ARN. Oui, après, je sais, j'ai pas regardé exactement ce qu'ils avaient déclaré ou pas. Peut-être qu'elle l'a déclaré, qu'elle a indiqué ça, je sais pas. Mais elle, même sur son profil X, elle écrit « Je travaille sur les thérapies ARN ». Elle ne parle Oui. jamais. Par rapport au discours. Non, comme je le disais, l'énoncé était surprenant et je pense qu'il est le fruit en grande partie de la communication très intensive faite par les Américains qui ont vraiment focalisé sur une technologie, mais surtout sur une personne, parce qu'ils savaient que ça allait être percutant. Donc, on a parlé du professeur Raoult de l'image, du poids de l'image. Mais en même temps, donc, c'est dommage parce que voilà, il y a eu d'autres pionniers, d'autres technologies importantes, au moins aussi importantes que la pseudo-uridine, ça veut dire qu'ils ne le sont pas vraiment dans les vaccins. Et la clé étant les particules lipidiques, c'est vraiment cette clé qui est incontournable dans les vaccins, c'est le travail de Pierre Culis. Et j'espère qu'il sera reconnu un jour pour ce travail. Et l'autre personne qui est extraordinaire, c'est le professeur Ugur Sahin qui a créé BioNTech. Et BioNTech a pu faire le vaccin. Donc, les gens appellent le vaccin Pfizer, c'est pas du tout un vaccin Pfizer, c'est un vaccin BioNTech. Et donc, Ugur Sahin a pu en janvier faire le vaccin ARN de BioNTech, le tester très rapidement en phase 1. Et parce qu'il avait mis en place BioNTech depuis 2008, il travaille lui-même sur les vaccins ARN dans les pionniers depuis le début des années 2000. Et c'est toutes ces connaissances sur la production d'ARN, l'optimisation de l'ARN, la formulation de l'ARN pour les vaccins anti-cancer, il est oncologue, et c'était son focus, qui a permis à BioNTech de mettre en place très vite les meilleures technologies au monde pour faire ce vaccin ARN anti-Covid, parce qu'ils avaient tout dans BioNTech. Il a toutes sortes d'experts sur la formulation, la production, la réponse immunitaire, etc. Et donc, toutes ces équipes, il a pu les mettre sur ça. Et donc, c'est énormément de matière grise, d'experts, de gens brillants, dont lui, qui est le chef. Et c'est lui qui a permis de faire un vaccin en un an. La question, c'est est-ce que le prix Nobel peut être donné à un directeur d'entreprise? Et ça, je ne suis pas certain. C'est ça, alors que pourtant, lui, il a le double mérite d'avoir fait toute la science de BioNTech et tout le financement de cette science. Donc il a deux chapeaux. Il a un chapeau d'entrepreneur qui a pris des risques. Vous savez, créer une compagnie avec plus de 10, plus de 100, plus de 1000 employés, c'est un gros fardeau de trouver les fonds, de recruter les gens. Il a pu convaincre les meilleurs dans le monde de venir travailler avec lui, et inclut Cathy Carrico qui a rejoint en 2012 BioNTech, pas pour faire des vaccins, mais sur aucune publication de vaccins de BioNTech, puisqu'elle ne travaillait pas sur les vaccins, elle travaillait sur les thérapies à base d'ARN messager chez BioNTech. Mais donc, Ugur Sahin a réussi à trouver les fonds pour créer BioNTech, à trouver les experts, à les amener vivre à Mayence, à travailler en collaboration avec eux. Moi, je travaille avec BioNTech depuis 2008, depuis la fondation. Et c'est toute cette matière grise, tous ces scientifiques et chercheurs très experts dans leur domaine, chapeautés par Ugur Sahin, qui ont permis d'avoir toutes les connaissances à BioNTech pour très vite faire ce vaccin ARN et ensuite le développer avec Pfizer aux États-Unis, parce qu'il y avait l'opération de Donald Trump de Warp Speed qui a permis
justement que les autorités aillent vite, alors qu'en Europe, bien sûr, les autorités, l'IMI allaient lentement. Donc, mais c'est un vaccin BioNTech et c'est le travail pendant 20 ans de course à ligne scientifique, médicale et industrielle qui a permis ce développement. Donc une triple casquette, alors que, par exemple, Dr Weissman et Cathy Carrico n'ont pas fait de développement industriel, n'ont pas pris de risque, ont fait simplement, entre guillemets, de la recherche académique dans des laboratoires avec un salaire qui tombe tous les mois et avec aucun risque. Parce que Ugur Sahin, qui est oncologue, a laissé tomber, disons, une vie quand même d'oncologue normale pour prendre énormément de risques, recruter des gens et se battre jour et nuit, week-end, sans vacances, pour avoir BioNTech et pour avoir toutes ces expertises d'ARN dans un même endroit et collaborer avec des académiques. Et c'est ça qui a permis de faire le vaccin que vous appelez Pfizer, mais qui est un vaccin BioNTech. Il y a d'ailleurs un livre qui a été écrit là-dessus qui s'appelle Le vaccin, je ne sais pas si vous l'avez lu, où il y a un petit peu l'histoire de BioNTech, tout ça, mais c'est sous forme d'interview, alors j'ai eu beaucoup de difficultés à le lire, ce livre à dire. Ouais. Ok, non, je ne l'ai pas lu. Il y a un livre, je ne sais pas si vous connaissez, où j'ai participé à l'écriture, pour lequel j'ai participé à l'écriture, qui s'appelle Le Marathon du Messager, qui est écrit par Jérôme et Nicolas Lemonnier. Et donc, ils ont écrit le livre, on a discuté longtemps, et donc j'aurais appris l'histoire. Et donc, ce livre, maintenant, est traduit en anglais. Donc, Le Marathon du Messager, et qui donne une autre vision, justement, c'est la mienne, mais qui est surtout basée sur des articles. Moi, j'ai dit justement à Nicolas et Jérôme, ce que je vous dis, n'importe qui peut lire les articles et voir ce que, par exemple, l'article de 2005 de Drew et Cathy, n'importe qui, s'il se donne la peine de le lire, ils verront que ça n'a rien à voir avec des vaccins et que même c'est l'opposé. Et les gens ne les lisent pas. Donc maintenant, ils inventent qu'ils ont fait ça pour des vaccins. C'est pas vrai du tout. Et c'est dans l'article, il suffit de le lire. Donc, et donc le livre Le Marathon du Messager, j'ai toujours insisté pour dire, je dis que ce qui est dans ces articles, l'article de 2003, l'article de Molien de 1993. Voilà, là, c'est des articles, les gens peuvent regarder, ce sont des faits. C'est pas, je ne demande pas à quelqu'un qu'est-ce que vous avez fait il y a 10 ans. Et la personne va me dire, oh, mais j'ai fait des choses miraculeuses, bien sûr. Mais moi, je regarde l'article et je vois ce qu'il a fait, ce qu'il a publié. L'introduction, le matériel, les méthodes, le résultat, la discussion, c'est très clair. Et tout le livre Le Marathon du Messager est basé sur ce qu'on peut lire dans les articles, parce que les gens ont éventuellement inventé de leur vie. Alors je regarderai ce livre et je le lirai, oui. Ça m'intéresse ces histoires-là. C'est vrai que j'avais lu les deux livres, celui de Bourla et de BioNTech, mais celui-ci je ne le connaissais pas. Parlant justement d'articles, on va finir sur vos recherches. Quelles sont vos recherches et sur quoi quelles sont les directions que vous donnez un peu à vos recherches en ce moment? En ce moment, mes recherches sur l'ARN messager, c'est des nouvelles formulations, justement, cette enveloppe de Pierre Culis, donc essayer de faire des choses qui soient aussi bien, donc qui fonctionnent pour donner des alternatives, peut-être pour faire des productions un peu plus faciles, ou c'est toujours bien aussi d'avoir des alternatives d'autres lipides, par exemple, pour ne pas être empêcher, par exemple, si un lipide vient à manquer, si vous avez d'autres formulations, vous pouvez faire d'autres formulations qui fonctionnent, les formulations des vaccins avec d'autres lipides. Et puis, aussi, je fais un nouveau design des ARN messagers, une manière plus simple de faire les ARN messagers. Et en troisième, je fais aussi des ARN messagers de manière chimique. D'accord. Pour sortir du processus biologique qui parfois classifie l'ARN comme thérapie génique selon les différentes autorités. Et du coup, donc, une des grandes nouveautés de mon labo, c'est de synthétiser l'ARN de l'ARN messager de manière chimique. Et là, on a découvert des choses très très intéressantes. En fait, cet ARN chimique, cet ARN messager chimique fonctionne très bien, mieux que prévu, et de manière assez inattendue d'ailleurs, dans des vaccins. Et des vaccins anti-cancer, c'est pas pour faire des vaccins contre des virus ou des agents pathogènes. Et donc ça, c'est la grande nouveauté de mon labo, c'est des ARN messagers produits de manière chimique et qui fonctionnent de manière assez surprenante et très efficacement. Une petite indiscrétion, vous avez combien de personnes dans votre équipe? Dans mon équipe, j'ai 4 personnes.
D'accord. C'est une toute petite équipe. Quand je suis arrivé à Zurich en 2006, je suis arrivé seul. J'ai dit au chef de l'oncologie, j'ai juste besoin d'une paillasse, d'un flot laminaire et d'un incubateur. Et je fais mes manips et puis je vais écrire des grandes pour recruter. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai passé 2 ans à vraiment faire mon travail de chercheur. Moi, je suis heureux dans le laboratoire. Je suis heureux avec des pipettes, des tubes et des ELISA. Donc, et je voulais réévaluer certaines choses. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Puis j'ai eu un grant qui m'a permis d'employer une personne. Et jusqu'à la pandémie, jusqu'à 2020, je n'ai eu qu'une personne dans mon équipe. Donc, parce que j'avais du mal à avoir des grants sur ces ARN. Et en général, d'ailleurs, c'était des grants qui n'étaient pas vraiment directement sur l'ARN, mais qui étaient sur des choses qui me permettaient quand même de faire l'ARN. Donc pendant de 2006 à 2020, mon équipe, c'était moi et une personne. Donc une postdoc pendant 5 ans et puis ensuite une étudiante en thèse qui est devenue postdoc aussi pendant 5 ans. Donc une seule personne, mon équipe c'était 2. Et est venue la pandémie et là d'un seul coup, j'ai pu avoir plus de financement et je suis monté à 5 personnes parce que d'un seul coup j'ai eu des financements qui facile à obtenir. Donc d'un seul coup les gens ont réalisé que l'ARN messager. Alors maintenant, quand vous les écoutez, ils vont tous vous dire qu'ils ont toujours su que l'ARN messager était formidable. Mais tous ces gens refusaient les grants, l'université, les différents comités, même européens. J'avais créé un grand vaccin ARN messager en 2003, soumis à l'Europe, qui bien sûr a été rejeté en 2003. Donc, inclus de faire un congrès annuel, une coopération avec l'Italie, l'Allemagne, la France. Et c'était formidable, et ça a été rejeté. Et donc voilà, j'ai pas réussi à avoir de crédit jusqu'à 2020, donc à part pour une personne en continu, de 2006 à 2020, et là maintenant j'ai plus de personnes, j'en ai 4, mais je n'augmenterai pas le nombre. J'aime travailler en petits groupes. Donc c'est bien, 3 ou 4 personnes pour une équipe de recherche, je trouve que c'est suffisant, ça permet d'avoir quand même certaines redondances pour couvrir les vacances, etc. Parce qu'une personne, c'est un peu compliqué. C'est sûr. Surtout les manips, l'expérience en doit être là chaque jour. Donc 4 personnes, c'est une bonne taille d'équipe et c'est la taille de mon équipe. Donc ça veut dire, si je comprends bien, que vous êtes devenu professeur assistant en 2006. Non, en 2006, quand je suis venu, ça, je ne suis pas très commercial, donc j'ai rien demandé, j'ai juste demandé une paillasse et des pipettes. D'accord. Et par contre, le chef de l'oncologie m'a dit, bon, tu devrais quand même passer ton habilitation, donc j'ai passé mon habilitation en 2012, donc qui donne un titre, je crois en Angleterre, et c'est assistant professeur, mais en Suisse, ça s'appelle Privatdozent, en Allemagne aussi. Et je suis devenu professeur seulement assez récemment, donc aussi certainement grâce au succès des vaccins ARN. Donc, parce qu'avant ça, vous savez, jusqu'à la pandémie, les collègues, même mes collègues dans mon département de dermatologie, parce que je suis passé de l'oncologie à la dermatologie, il faut dire qu'à l'oncologie, donc j'ai perdu mon emploi en 2010. Donc j'ai travaillé à l'oncologie de 2006 à 2010, et puis mon emploi a été supprimé en 2010. De 2010 à 2012, j'ai travaillé la nuit dans le laboratoire d'un ami, et le jour, j'étais consultant pour pouvoir gagner un peu d'argent. Et en 2012, j'ai réussi à avoir un grant européen avec BioNTech pour les vaccins ARN. Et donc en 2012, j'ai pu recréer un labo, cette fois en dermatologie, où je suis encore là. Et donc, jusqu'à la pandémie, les gens me disaient amicalement, Steve, ce que tu fais ne sert à rien. Donc, tous ceux qui maintenant vous disent sur Twitter à quel point ils ont toujours été fascinés par l'ARN messager me disaient, tu es migrante, et me disaient, et moi je le prenais toujours bien parce que j'ai l'habitude, j'ai commencé sur ça, et un peu pour ça, c'est aussi un peu ma nature de ne pas faire les choses que tout le monde fait, de faire quelque chose de différent. Et c'était même devenu une blague dans le département de dermatologie parce qu'on a un séminaire mensuel et il faut toujours trouver un speaker et je me portais toujours volontaire et tout le monde rigolait. Parce que c'était une sorte de blague récurrente. Non, Steve, on peut pas entendre parler des ARN messagers, tu nous saoules. Donc c'était une blague de dire je vais faire un séminaire sur l'ARN messager. C'est un beau parcours, je trouve. De là, maintenant, vous avez du NCCR et du FNS, je pense, en grant. Oui, et j'écris là en décembre un grand NCCR pour le call, et j'ai été rejeté par l'Université de Zurich.
Ok. Donc ils ont tué, je voulais faire une plateforme ARN messager suisse pour pouvoir développer toutes les utilisations de l'ARN messager contre toutes sortes de maladies, pas seulement les vaccins, mais maladies cardiaques, musculaires. Donc je voulais faire un corps d'ARN messager, de production, y compris pharmaceutique, et donc autour toutes sortes d'expertises de laboratoires qui travaillent dans des domaines différents, et donc permettre la recherche préclinique et du coup la recherche clinique. Ça a été fantastique, il me semble, pour la Suisse. Ça a été tué par un comité d'experts qui sont experts en je ne sais pas quoi, pour être honnête, et qui ont décidé que non, c'était pas intéressant, et du coup on n'aura pas de plateforme ARN messager en Suisse. C'est dommage. Je pense que c'est dommageable pour les patients, pour la science, pour l'industrie, mais ils ont tué mon projet. Mais par contre, effectivement, j'ai eu deux grands Européens et l'un coordonné par un Français, professeur Ménaché, chirurgie cardiaque, et un grand de la Suisse, donc, qui me permettent de payer les 4 personnes. Alors, le Grand Suisse, vous savez que depuis novembre, vous allez avoir l'obligation de publier un open access. Oui, avec le FNS. J'avais fait une vidéo là-dessus sur Actualité pour le FNS. Je trouvais que c'était intéressant d'ailleurs l'obligation de publier un open access. Je crois que tous mes articles depuis 10 ans sont tous en open access. En général, bien. En général, je paye. Vous savez déjà qu'on ne me lit pas. Bon, maintenant c'est différent, mais disons avant la pandémie. Alors, les articles de l'époque de CureVac, non, mais je crois que depuis au moins 10 ans, je paye le prix fort pour que les articles soient accessibles, justement pour que les gens puissent se renseigner. Non, je pense que l'open access, c'est quelque chose d'important, c'est vrai. On n'en parle pas souvent, mais ça permet de diffuser beaucoup plus facilement la science, quand même. Oui, et puis maintenant, on peut avoir des financements pour payer. Oui, tout à fait. Ici, je me rappelle, il y a quelques années, je payais de mes fonds de recherche. Parfois, c'était quand même 3 000, 4 000 dollars à payer. Et c'était jamais budgété. Donc, je prenais sur ce que je pouvais trouver. Donc, mais c'était important pour moi que les articles, surtout dans ce domaine qui n'intéressait personne et qui était pour beaucoup obscur, d'avoir mes articles et mes revues disponibles pour que les gens ne puissent pas dire « Ah, j'ai pas trouvé mon article ». Je voudrais qu'on conclue sur quelque chose qui me semble complètement fou dans votre histoire, c'est que un domaine de recherche qui est négligé par les autorités pour les financements, qui est négligé un peu par le public, par d'autres chercheurs, devient tout d'un coup un domaine essentiel. Et moi, je dis toujours sur la chaîne, la recherche, c'est le temps long. Et souvent, c'est au bout du temps long qu'on s'aperçoit de l'importance de la recherche et des découvertes qui ont été faites des années plus tôt. Est-ce que vous avez la même sensation quelque part? Disons qu'en tout cas, votre mot « tout à coup » est très approprié et je pense que c'est un exemple unique. Vous voyez les siRNA ou les autres technologies, elles ont évolué, elles ont été développées, elles se sont lentement expandues à beaucoup de gens jusqu'à ce qu'elles soient approuvées sur le marché. Mais donc la lumière est venue comme un lever de soleil. Et nous, avec l'ARN, on est passé du jour à la nuit en 5 mois. Ensuite, en mars 2020, personne ne connaissait l'ARN messager. Mais même dans le monde scientifique et surtout dans le monde médical. Si vous trouvez un médecin en net et vous lui demandez est-ce qu'en mars 2020 tu savais ce qu'est l'ARN messager, il dira qu'il ne savait même pas ce qu'était l'ARN messager. Une notion de cet intermédiaire entre ADN et protéines, il voit ça 1 heure en 2e année. Mais donc, en mars 2020, même les professionnels de santé ne savaient pas ce qu'était l'ARN messager synthétique. En septembre 2020, je ne pouvais pas être quelque part sans entendre des gens autour de moi parler d'ARN messager. Donc, on est passé d'un mot que personne ne connaissait, d'une technologie que même les professionnels ne connaissaient pas, à quelque chose qui était juste partout, dans la bouche de tout le monde, sur tous les journaux, et du coup commenté par toutes sortes de personnes qui ne connaissaient rien. Mais je pense que de passer de l'obscurité, de la pénombre, qu'une technologie passe de la pénombre aux lumières médiatiques, en 5 mois, c'est assez unique.
Au-delà de la technologie, c'est tout un champ de recherche qui est passé de la pénombre à la lumière. Oui, parce que toutes ces personnes dans le monde de la recherche et de la médecine qui disaient que l'ARN ne servirait jamais à rien, maintenant font tous de l'ARN, et ça c'est une bonne nouvelle pour les patients, parce que moi je dis toujours qu'avec l'ARN messager, on peut tout faire en théorie. Donc on peut régler les problèmes génétiques, les problèmes dégénératifs, les maladies infectieuses, les cancers. Donc il y a tellement à faire. Donc maintenant, tout le monde s'y met, donc avec leurs expertises, les neurologues, les cardiologues, les pneumologues, les urologues, tout le monde s'y met. Et ça, c'est formidable parce que tous ces gens ont des connaissances, ont des maladies qu'ils connaissent, des modèles qu'ils connaissent, et maintenant ils peuvent utiliser l'ARN pour voir si ça peut aider à prévenir ou à guérir ces maladies. Et comme le potentiel de l'ARN messager est immense, que maintenant il y ait énormément de scientifiques et de médecins qui développent le potentiel de l'ARN, c'est une extraordinaire nouvelle pour le monde, pour la civilisation, pour les patients. Merci à vous. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on arrête les enregistrements? Non, je vous remercie pour votre travail, pour le temps que vous passez, pour informer, et à votre disposition si vous voulez refaire certaines séquences, vous parler, faire des focus courts. Je pense qu'il faut continuer à informer. Tout à fait. Je pense que je n'ai pas une mauvaise opinion des anti-vax, parce que je pense que ça montre aussi que voilà, certaines personnes veulent comprendre, veulent s'opposer, c'est OK de s'opposer à partir du moment où on peut discuter, apprendre, et il y a beaucoup de choses qu'on sait, beaucoup de choses qu'on ne sait pas, et je pense que les gens ont beaucoup appris sur la génétique, sur la biologie, simplement l'existence de l'ARN, de l'ADN, des protéines du coup, et je pense que s'il y a des bénéfices à tirer de cette histoire tragique de la pandémie, c'est que quand même ça a permis d'éduquer une grande partie de la population et aussi même des experts de santé sur l'ARN messager. Et je pense que c'est intéressant, et je pense que ces discussions sont aussi le fait éventuellement d'antivax. Donc c'est aussi un moteur. Donc j'aime parler aussi des antivax, et bien sûr ils peuvent m'opposer les arguments. En général, c'est par manque de connaissances qu'ils imaginent que certaines choses se passent alors qu'elles ne peuvent pas se passer, ou qu'elles sont contrecarrées par justement des systèmes de détection, de la réponse immunitaire, etc. Et aussi, juste pour finir, quand chez les antivax contre l'ARN messager, je leur dis toujours que les vaccins rougeole, rayon, rubéole, fièvre jaune sont des vaccins à ARN, parce que ce sont des virus à ARN atténués dans les vaccins, et ces virus sont donnés en sous-cutané sans adjuvant. Alors bien sûr, les gens ne connaissent pas l'immunologie, mais quand vous injectez quelque chose en sous-cutané sans adjuvant, vous n'obtenez pas de réponse immunitaire si vous injectez une protéine en sous-cutané sans adjuvant. Ces vaccins, rayon, rougeole, rubéole, fièvre jaune, sont des virus à ARN vivants, et donnés en sous-cutané, ils fonctionnent parce que leurs ARN vont dans vos cellules, et vos cellules utilisent les ARN de ces vaccins pour faire les protéines des virus et pour faire une réponse immunitaire. Ce ne sont pas les protéines dans ces vaccins qui déclenchent la réponse immunitaire, c'est l'ARN messager. Donc, quand vous avez un anti-vax qui vous dit « moi, je ne vais jamais me faire vacciner par l'ARN messager », dites-lui « dommage, tu l'as déjà été, ton médecin ne le savait pas, toi, tu ne le savais pas, mais au fait, au rayon rougeole, rubéole, que pratiquement tout le monde a eu, beaucoup de gens ont eu, qu'ils ont donné à leurs enfants, sont des vaccins ARN messager naturels. Maintenant, nos vaccins sont ARN messager synthétiques, mais c'est le mode d'action, c'est l'ARN messager qui permet de déclencher, de produire des protéines et de faire la réponse immunitaire. Alors merci pour ça. Alors pour note, j'ai fait une vidéo avec un anti-vax justement où on a discuté. Donc je discute aussi avec eux. Moi, le reproche que j'ai, c'est pas la population en général, ce sont des chercheurs qui racontent des fois n'importe quoi, et notamment qui publient un peu tout et n'importe quoi. C'est plus aux chercheurs que j'en veux que la population, souvent. Tout à fait, tout à fait. Et des chercheurs sloppy, ou qui ne lisent pas les articles, qui ne les comprennent pas, qui utilisent des mots scientifiques hors contexte. On entendait des gens parler épigénétique. Alors, bien sûr, pour un journaliste, quelqu'un qui vient en lui disant « je suis docteur spécialiste de l'ARN, je vous parle d'épigénétique », il se dit « vous, cette personne doit être brillante ». Non, elle n'a rien compris, elle fait des hors-sujets complètement. Et malheureusement, elle a un certain crédit parce qu'elle a un titre ou une certaine expérience dans l'ARN qui n'est pas du tout sur l'ARN messager, mais sur les vaccins. Et du coup, effectivement, c'est toujours terrible d'entendre ces gens qui sont censés être qualifiés, qui disent des grosses bêtises, qui n'ont rien compris. Mais bon, ça peut-être aussi apporte de l'eau au moulin pour que les gens
réfléchissent et se documentent, peut-être au travers de vos vidéos, pour entendre quelque chose d'autre et se faire une idée. Moi, je parle avec plaisir avec les antivax. En général, ils ne veulent pas parler avec moi parce que très vite, ils voient les limites de leur connaissance qui font qu'ils imaginent des scénarios qui n'existent pas. Mais c'est avec plaisir que j'explique en détail sur ce produit, comment ça fonctionne, comment fonctionne une cellule, comment fonctionnent les vaccins, les fièvre jaune, rougeole, rubéole. Ces gens n'ont aucune idée de comment fonctionnent ces vaccins. Là aussi. C'est vrai. Merci à vous en tout cas. Merci à vous.